Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Tech Café et bienvenue en particulier dans l'épisode supplément de Tech Café. Si vous voulez toutes les news chaudes du moment autour de l'intelligence artificielle, autour de la faillite de la société FTX, de Twitter pour ceux qui ne saturent pas de ces informations-là, du chiffrement d'Apple, etc. Écoutez l'épisode précédent de Tech Café puisque c'était vraiment son objectif, c'était de couvrir l'essentiel de l'actu tech, c'était concocté par Guillaume Poggiaspala et c'est évidemment un grand plaisir de faire cet épisode en sa compagnie à votre service, mais on revient avec Guillaume pour un autre épisode, un épisode supplément qui est en plus un épisode supplément puisque quelque part c'est la suite d'un épisode supplément récent que vous avez déjà entendu qui parlait des machines à vapeur, de Steampunk Café quelque part, qui refaisait l'histoire de l'informatique et qui nous montre qu'on aurait pu aller vers d'autres formats d'informatique que l'informatique électronique. On a eu par la suite des remontées qui nous disaient ce serait bien d'avoir la suite. Je crois que Guillaume a été piqué au vif. En tout cas, je te retrouve avec grand plaisir pour cet épisode. Salut Guillaume Poggiaspala, comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien. On va effectivement, faire la suite. C'est clairement la suite directe, on va dire, de cet épisode où on a abordé l'histoire de l'informatique au sens large, en partant de très très loin, effectivement. Là, on va partir un tout petit peu moins loin, mais de loin quand même. On s'était arrêté à l'ENIAC, l'EDVAC, tu vas pouvoir nous repositionner tout ça. En tout cas, je vous rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas et qui seraient intéressés pour devenir des auditeurs premium, des auditeurs VIP, des auditeurs engagés, qu'il y a une plateforme de sociofinancement qui nous rémunère directement pour Tech Café. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur patreon.com/techcafé. Patreon, ça s'écrit Patreon. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode et vous pouvez accepter de nous verser quelques deniers en échange évidemment de quelques avantages, parmi lesquels la suppression de la pub et le chapitrage des épisodes, la mise à disposition de ces épisodes suppléments quelques jours en avance pour vous qui soutenez le podcast par rapport au grand public, et puis surtout, vous nous aidez dans le podcast et vous garantissez la mise à disposition le plus longtemps possible des émissions. Guillaume, à toi l'honneur, merci de nous ramener dans l'histoire de l'informatique et en particulier on va changer un petit peu géographiquement, on va aller en Angleterre pour commencer cette chronique. On va même y rester en fait, parce que pour cet épisode je te propose de retracer un peu l'histoire de l'autre pays des ordinateurs, l'Angleterre, parce que l'Angleterre c'est comme la Hollande pour le fromage, tu vois, même si tous les grands noms qui nous viennent spontanément sont américains, l'Angleterre c'est l'autre pays de l'informatique et c'est la patrie d'Alan Turing quand même après tout. Donc, elle a été une pionnière, l'Angleterre, à bien des égards. On a vu que ça a commencé dès l'ère victorienne, et ça continue. Donc, l'histoire, finalement, commence vraiment pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, qui a, en tout cas là-bas, créé un besoin pressant de puissance pour le déchiffrement. Donc, on a souvent cité le besoin de faire des calculs scientifiques comme une motivation majeure pour créer des machines. C'est la cryptanalyse qui va motiver les Anglais et les pousser à presque créer un ordinateur avant tout le monde. Donc c'est une histoire qui est désormais un peu mieux connue, surtout la partie qui concerne la machine Enigma. Alors Enigma, qu'est-ce que c'est Enigma ? Je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui le savent, mais on peut quand même en parler un petit peu. On l'a déjà évoqué brièvement. Oui, probablement, mais on va être obligé d'évoquer un peu plus, et c'est assez intéressant. Donc les Allemands avaient conclu un truc, ils avaient conçu un truc qui ressemblait à une machine à écrire, sauf que lorsque vous appuyez sur une lettre, ça allume une lampe au-dessous d'une autre lettre dans un tableau. Quelle lettre ? Alors ça dépend de la configuration d'un câblage qui permettait de randomiser les permutations. La machine avait 3 roues qui tournaient donc soit à chaque lettre, soit après un certain nombre, un petit peu comme un compteur kilométrique, tout simplement. Il y a plusieurs anneaux qui tournent pas à la même vitesse. Et donc, les roues faisaient tourner des séries de contacts qui faisaient chacune 2 permutations. Après une configuration initiale aléatoire, choisie et changée une fois par mois, au début de la guerre, en tout cas, la machine Enigma était tout simplement impossible à craquer. Les Allemands en étaient tellement persuadés qu'ils n'ont jamais pu admettre qu'elle ait été compromise. Et c'est cet aveuglement en partie qui a bien servi les Alliés. En fait, ils n'ont pas tout à fait tort, les Allemands. Combinatoirement, craquer Enigma par force brute est impossible. Heureusement, les Anglais ont bénéficié de 2 atouts. D'une part, ils ont eu accès à plusieurs machines en dur, ils ont eu des machines entre les mains, et les Polonais avaient beaucoup utilisé la chose déjà. Et donc ça leur a pas mal servi. Et surtout, Enigma avait un point faible, les humains, ce qu'il utilise. Et les humains, ça fait des choses pas bien, ça fait les choses pas comme il faut. Ça s'échange, par exemple, toujours les mêmes bulletins météo. Puis les humains, c'est poli. Ça s'échange des points de situation qui évoluent pas nécessairement beaucoup, et du coup, ça envoie un petit peu toujours les mêmes messages, du style « Ah il fait beau aujourd'hui » ou « Rien à signaler », et puis ça finit toujours par « Ah Hitler », évidemment.
Donc, en connaissant parfaitement la machine, puisqu'ils en avaient, et en utilisant ces messages, il est possible de faire des hypothèses sur la configuration des routes d'Enigma qui est utilisée, et Turing a l'idée d'industrialiser le processus d'essai-erreur, qui est ultra fastidieux, en mettant en parallèle des dizaines de disques Enigma, et c'est cette machine qu'on appelle la bombe. Alors, grâce à ça, les Anglais pourront déchiffrer des milliers de messages par jour. Un temps, on était dans la situation sans doute unique dans l'histoire, où un camp avait accès à un accès quasi total aux communications de l'adversaire. Il a été estimé que le travail de déchiffrement des scientifiques de Bletchley Park a permis d'écourter la guerre de 2 ans et de sauver potentiellement jusqu'à 14 millions de vies. Et donc c'est cette histoire qui est relatée de manière un peu romancée dans The Imitation Game avec Benedict Cumberbatch. Cela dit, le boulot des gars de Bletchley Park, il s'est pas du tout arrêté à Enigma et à la bombe, qui est une machine électromécanique, soit dit en passant. Ils sont allés beaucoup plus loin que ça. Parce que Enigma, il était utilisé pour les coms de tous les jours, tu vois, c'était un petit peu la radio, là, c'était la radio en morse de base. Et puis un jour, les Anglais ont intercepté une communication qui n'était pas en morse, qui était en rien du tout. Ils avaient découvert un nouveau moyen de communication chiffré allemand qui s'appelle le code Lorenz. Alors ce code, c'est un code binaire. Donc le principe, c'est que le message en clair doit être codé en binaire, donc tu prends un alphabet de 5 bits pour chaque lettre, transcrit sous forme d'une série de trous sur un ruban perforé, et ensuite la machine chiffre tout ça en faisant un XOR, un ou exclusif, sur chaque bit du message avec une clé de chiffrement, et la clé doit donc être aussi longue que le message lui-même. La clé, c'est aussi une clé de déchiffrement du coup, parce que quand tu fais 2 fois le XOR, avec le même bit, évidemment tu reviens au départ, c'est une addition modulo 2. Comme c'est lourdingue de créer à la main une séquence de plusieurs milliers de bits aléatoires pour les messages, la machine s'en charge de les créer mécaniquement, avec un système de rouage et une suite de bits ultra compliqués. Donc une machine, il y a les machines Lorenz qui étaient spécialisées là-dedans, donc pour déchiffrer, il suffit de connaître la configuration initiale de la machine, ce qui revient à connaître la graine aléatoire, quelque part, la seed. Donc, la clé. Voilà, cette clé finalement, c'est la seed aléatoire. Donc, si tu as une clé qui est vraiment purement aléatoire, le code Lorenz est impossible à craquer. D'ailleurs, il était utilisé pour les messages qui étaient longs et importants entre officiers supérieurs. Donc la valeur stratégique du code Lorenz n'était que plus importante pour les Alliés. Et heureusement, là encore, c'est des erreurs des Allemands et une faiblesse de la machine aussi vont quand même permettre de craquer le code. Mais pour ça, il va falloir créer une machine qui ressemble beaucoup à un ordinateur binaire moderne. Alors l'erreur des Allemands, elle est toute bête. Un soir, il y a un grouillot qui a dû envoyer un message de 4000 caractères, chiffré en Lorenz. Alors, il envoie, comme à l'époque, bip, 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 par bip, je veux dire, vraiment, c'était... Et donc, il s'est braqué dans les 20 000 impulsions, le gars. Et à un moment, il a reçu du destinataire un message qui disait à peu près « Wesh, j'ai un peu perdu le fil à un moment, tu pourrais pas tout retransmettre ?» Imagine le pauvre gars, il a fait se retransmettre 20 000 impulsions. Donc, il a fait un truc qui était interdit, il a renvoyé le message avec la même clé. Et en plus, il a posté un message qui était légèrement différent, qui faisait 500 caractères de moins. Il a voulu, économiser son doigt. Et bon, il en avait marre. Complètement. Et donc, uniquement avec ces 2 messages chiffrés, il y a Bill Tutt et Max Newman et Tommy Flowers qui ont repéré que les suites aléatoires des machines de Lorenz étaient vraiment pseudo-aléatoires et qu'elles avaient des caractéristiques statistiques qui étaient exploitables. En gros, elles n'étaient pas totalement aléatoires et ça pouvait se voir si tu faisais les bonnes études statistiques dessus. Donc là-dessus, il y a Turing qui passe aussi 3 semaines sur place et qui trouve un moyen d'accentuer l'effet en prenant en compte la somme binaire de 2 caractères consécutifs. Ce qui arrive assez souvent parce qu'en allemand, en fait, il y a souvent 2 lettres qui se répètent, comme dans attente en français, tu vois, il y a les 2 T. Okay. Donc 2 caractères identiques, ça s'annule au modulo 2. Donc du coup, il reste que la clé. Parce que la clé, on la rajoute encore par-dessus, elle aussi modulo 2. Donc en faisant des études statistiques plein de fois sur de multiples hypothèses, il était possible de déchiffrer petit à petit un texte chiffré en code Lorenz. Et donc, c'est super lourd. Et au début, ils ont voulu automatiser le processus mécaniquement. Donc il y avait des rouleaux perforés qui tournaient super vite. Ils avaient une machine monstrueuse qui s'appelait... La machine, ils l'appelaient Heath Robinson, qui est la manière anglaise de désigner une machine de Rube Goldberg. Tu vois la machine de Rube Goldberg, ce que c'est? C'est des machines... Non, je vois pas du tout. Une machine de Rube Goldberg, c'est une machine qui est inutilement compliquée pour faire quelque chose de simple, en fait. C'est une sorte de caricature, une machine caricaturale. C'est l'écono-jus dans les Simpsons, quoi. C'est peut-être ça, ouais. Et donc cette Heath Robinson, elle marchait encore pas mal, mais c'était encore trop long. Déchiffrer un message, ça pouvait quand même prendre des semaines. Et donc, Tommy Flowers, lui, il était spécialisé en électrotechnique et en électronique. Il connaissait bien les tubes à vide, les lampes, donc, dont on a parlé la dernière fois, et il lui a paru rapidement qu'il serait bien plus rapide de faire les calculs avec une machine électronique. Parce que le code Lorenz, c'est du binaire, tout simplement.
Donc il suffisait de faire le calcul en binaire avec des lampes. Finalement, c'était naturel, puisque les lampes peuvent se comporter comme des transistors. On l'a expliqué la dernière fois. Alors le problème, c'est que il en fallait beaucoup des lampes. Il en fallait 1500. Et c'était énorme pour l'époque. C'était du jamais vu, 1500 tubes à vide. Bon, sans la guerre, sans la motivation de gagner un avantage décisif sur l'ennemi, on ne se serait pas lancé dans ce genre de truc. Et pourtant, le premier Colossus a été livré en février 1944. Il pesait 4 tonnes, il consommait 8 kilowatts, et il avait 7 km de câblage. Et quand je dis le premier Colossus, c'est qu'il y en a eu 11. Alors le Colossus Mark II, par exemple, le numéro 2, arriva juste à temps pour le débarquement en Normandie avec 2500 tubes à vide. Alors pour éviter d'ailleurs qu'elle le grille trop vite, un trop grand nombre, et puisque la phase de chauffe était la plus délicate, on n'éteignait jamais rien. En fait, on l'éteignait jamais. Bon, à cette époque, on n'avait pas trop de concept de bilan de carbone. Voilà, c'était une autre époque. Ça passerait pas trop. Ouais. Voilà. Enfin, quoique. Enfin, en tout cas, le Colossus, du coup, possède une logique binaire, une horloge interne, et il fait des calculs comme un ordinateur moderne un peu. Il ne peut pas stocker de programme en mémoire. En fait, on ne peut pas vraiment changer son programme. Son programme, c'est de détecter des écarts statistiques dans la distribution des bits du message. Pour faire une analogie moderne, le Colossus, c'était pas un CPU, c'était pas un processeur, c'était plutôt un ASIC, tu vois, un circuit câblé de manière fixe pour une tâche spécifique. Alors, de fait, il n'est pas vraiment considéré comme un véritable ordinateur, mais il a eu une importance considérable avec les 10 Colossus, ou Colossi, je sais pas, les 550 analystes de Bletchley Park ont déchiffré 63 millions de caractères de messages entre hauts gradés allemands, parfois même entre Hitler et ses généraux. Et en particulier, le Colossus a été très important pour le débarquement en Normandie. Parce que tu sais qu'avant, pour l'histoire, avant de se lancer, les Alliés ont mis au point l'opération Fortitude. L'opération Fortitude, le but c'était de leurrer les Allemands, de leur faire croire que le débarquement n'aurait pas lieu en Normandie, qu'il allait avoir un faux débarquement en Normandie, mais que le vrai débarquement allait avoir lieu à Calais ou en Norvège. Et grâce au Colossus, on a pu intercepter et traduire les communications, on a pu être sûr que les Allemands aient mordu à l'hameçon. Et après, on a lancé l'opération. Donc, c'est des infos qui sont restées top secret jusqu'à les années 70, au moins. Du coup, ni les machines, ni les designs qu'elles utilisaient n'ont pu être directement utilisés pour créer de vrais ordinateurs complets. Donc, le savoir-faire acquis à Bletchley Park, par contre, oui, il a été utilisé. Et après la guerre, les machines anglaises vont partir dans plusieurs directions un petit peu différentes, qui reflète finalement parfaitement les tâtonnements technologiques de l'ère pré-silicium. Et alors c'est super intéressant au niveau de la mémoire en particulier, parce que la mémoire, c'est une problématique qui est inhérente à l'ordinateur. Un ordinateur a toujours besoin de mémoire. Il doit travailler sur quelque chose. Un processeur possède des registres, quelques variables de travail en nombre très limité. Mais où est-ce que tu stockes les données, tu vois, et le programme ? On a bien le système de cartes perforées, de rubans perforés, mais tu peux pas modifier tout ça. Donc avoir une RAM, c'est-à-dire un ensemble de valeurs que tu peux lire et modifier, comme tu veux, et qui ne change pas évidemment si tu ne demandes de rien, dans les années 40, ça va pas de soi. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas de RAM à l'époque, on n'avait pas de technologie de RAM. Donc il y a eu, avant le silicium, plein de technologies, pour lesquelles d'ailleurs la frontière entre le RAM et stockage à long terme n'était pas si claire du tout. Parce qu'à la base, un bit de mémoire, c'est quoi finalement ? Tu vois, c'est un dispositif qui peut être dans 2 états stables, et on doit pouvoir connaître cet état, on doit pouvoir le lire. Donc, par exemple, en ayant un voltage ou un autre sur une certaine ligne. Par exemple, sur une ligne, tu peux avoir, je sais pas, plus 5 volts, et si c'est moins 5 volts, ou si c'est 0, ça peut être en 0 à 1. Cet état ne doit pas changer spontanément, sauf si on le demande, c'est-à-dire si on veut écrire dans cette mémoire. Et finalement, le dispositif peut nécessiter du jus ou pas pour se maintenir, mais en même temps, ça, on s'en fout un peu, quoi. Alors, avec 2 lampes, avec des tubes à vide, avec 2 lampes, tu peux construire ce qu'on appelle une bascule. Donc, une bascule, c'est un truc qui a 2 entrées et 2 sorties. Et ces 2 entrées et 2 sorties, en fait, elles sont forcément inverses l'une de l'autre. Donc, disons, la première sortie, pour le coup, parce que ça revient même, donc la sortie, c'est l'état de la mémoire. Donc, un état haut, ça va être en 1, et un état bas, donc un état haut plus 5 volts, ça va être en 1, sinon c'est à 0. La bascule, elle est stable tant qu'il y a du courant. Évidemment, si tu vires le courant, tout est effacé. Donc c'est une mémoire qui est volatile, mais en enchaînant les bascules, on peut construire une RAM qui est dite statique. La SRAM, et cette SRAM, elle fonctionne peu ou prou comme les SRAM modernes. Et en fait, elle a très exactement les mêmes problèmes que la SRAM moderne. Parce que si tu as 2 lampes par bascule, donc en plus il y a quelques autres composants autour,
ben, ça fait du volume, parce qu'un kilo-octet, c'est 16 000 lampes, du coup. Et 16 000 lampes, c'est monstrueux en termes de prix, d'énergie, de fiabilité, c'est pas envisageable. Ce type de mémoire, donc, il n'est pas utilisable en gros volume. À l'époque, c'était le cas, et en fait, c'est un peu toujours la même chose aujourd'hui, finalement. Les SRAM actuelles sont aussi trop chères et pas assez denses. On voudrait une mémoire avec un prix au kilo-octet qui est bien moins cher et aussi une meilleure fiabilité dans le cadre des lampes. Donc c'est intéressant de voir ça, parce que c'est exactement le même truc aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on sait toujours faire de la SRAM aujourd'hui, bien entendu, et c'est comme ça que sont faits les caches dans les processeurs. C'est des mémoires qui sont très rapides, mais qui sont extrêmement chères, parce qu'elles sont beaucoup plus complexes, quoi, hein, elles sont moins denses, et donc elles sont beaucoup plus chères à produire. Et donc, pour produire donc des mémoires qui soient avec un prix au kilo-octet qui soit moins cher, on a eu très tôt plein d'idées. Il y a eu les mémoires à tambour, les mémoires à délai de mercure, les mémoires à tube cathodique, il y a eu les torts magnétiques. C'était plein de technologies exotiques que l'avènement du silicium et des circuits intégrés ont fait disparaître, mais qui furent la norme en leur temps, et pendant longtemps éventuellement. Donc on peut commencer par la première peut-être, qui est la mémoire à tambour. Rien que le nom fait un peu rétro quand même. Alors c'est très très rétro, elle est arrivée en premier, c'est une idée qui vient de Gustav Toschek, qui est un Autrichien qui a travaillé sur l'amélioration des tabulatrices dans les années 30 et 40. Alors le principe du mémoire à tambour, en plus, il est assez simple à comprendre, parce que fondamentalement, c'est l'ancêtre du disque dur. Sauf que d'avoir un disque, au lieu d'avoir un disque, t'as pas un disque, t'as un cylindre. Donc au lieu de magnétiser les secteurs sur un disque, tu magnétises la surface d'un cylindre. Le cylindre tourne, comme un disque dur tourne, et potentiellement vite, potentiellement même aussi vite qu'un disque dur, puisqu'à la fin des années 60, une mémoire à tambour pouvait tourner à 12 000 tours par minute. Par contre, c'est gros. On a les disques durs modernes en tête. Non, une mémoire à tambour, dans les années 50, ça pouvait être très très gros. Ça pouvait mesurer un bon mètre de longueur sur presque 50 cm de diamètre. Ouais, on n'est pas à la hauteur d'un tambour de machine à laver, mais on s'en rapproche. Mais il y en avait des plus gros en fait. Au début, il y en avait des plus gros. D'accord, ok. Il y avait plus gros que ça. Et en fait, excuse-moi, j'ai vraiment du mal à visualiser comment ça marche. Alors, où est l'info? Alors, justement, voilà, pour lire et écrire les données, il n'y a pas de bras qui se déplacent comme sur un disque dur. Ouais. Il y a une série de têtes de lecture qui sont fixées sur le côté du cylindre et qui lisent et qui écrivent chacun sur une tranche. Donc chaque tranche de cette espèce de gros saucisson, sur chaque tranche de cette espèce de gros saucisson, t'as des parties qui sont magnétisées ou pas magnétisées. Et chacune des têtes sur le côté lit les trucs comme ça. Tu vois Et évidemment, le tambour tourne. Il tourne d'autant plus... Et au plus il tourne vite, au plus les têtes peuvent lire de secteurs par unité de temps, et donc au plus c'est rapide, comme un disque dur. Tu vois le truc? Ok. Typiquement, au milieu des années 50, un tambour, ça stocke quelques centaines de kilo-octets. Et c'est magnétique, donc c'est non volatile. C'est vraiment comme un disque dur moderne. D'accord. Alors, les tambours, c'était initialement utilisé comme mémoire vive, parce qu'en 1954, par exemple, l'IBM 650 en utilisait pour avoir 17,5 kilo-octets de RAM. Alors évidemment, il y avait des soucis de latence, comme tu l'imagines, puisqu'il fallait attendre que les données passent devant la tête. C'est comme un disque dur, si les données, elles sont disponibles quand elles sont devant les têtes. Et donc, il y avait aussi des manières de programmer les machines pour masquer les latences en entrelaçant les données sur plusieurs têtes, sur plusieurs sexes, sur plusieurs tranches. C'est tout un art. Et au fil des années, quand les mémoires à tambour sont devenues plus lentes que les autres technologies de RAM, elles sont devenues des zones tampons aussi, parfois entre RAM et bande magnétique. Ni plus ni moins que de la mémoire virtuelle, du swap, tout simplement. Des swaps qui supplémentent la mémoire centrale au besoin. C'était le cas du PDP-11. On comprend le swap, par contre. Le swap, il pouvait peser 100 kilos. Mais c'est vrai que dans le cas du PDP-11, le PDP-11, c'est une machine intéressante aussi, parce que c'est une machine, c'est la machine sur laquelle Unix a été développée, sur laquelle elle est née un petit peu. Et la notion de swap sur Unix, donc qui date de cette époque, en fait. Et donc, alerte anecdote, une référence se trouve encore aujourd'hui dans tous les systèmes qui descendent de BSD Unix, de l'Unix de BSD. En particulier FreeBSD. La mémoire virtuelle, donc FreeBSD, elle est désignée par le raccourci /dev/drum. En référence à la drum memory. Drum memory, la mémoire tambour, qui servait à ça aux temps anciens. Donc d'une certaine manière, la mémoire tambour, elle était présente dans le tout premier ordinateur aussi. Si vous avez écouté le premier épisode, vous vous souvenez sans doute de l'ABC. L'ABC, c'est c'est la machine d'Atanasoff Berry, donc ABC, c'est Atanasoff Berry Computer. Il y a un prototype qui a été achevé en 1932 de ce truc-là. Il avait été d'ailleurs jugé qu'il était officiellement le premier ordinateur, et il avait 3000 bits de mémoire.
Et ces 3000 mots de mémoire centrale, ils étaient écrits de manière assez originale sur un tambour rotatif. Bon, par contre, la différence, c'est que dans le tambour rotatif, il y avait des charges de condensateur, en fait. Donc, tu lisais les charges dans des condensateurs. Donc, c'était pas un tambour magnétique. C'était une mémoire tambour, mais c'était pas une mémoire tambour magnétique, c'est une mémoire tambour à condensateur. Ce qui est notable, d'ailleurs, à propos de ce truc-là, c'est que comme les condensateurs ne gardent pas leur charge très longtemps, il fallait très régulièrement les rafraîchir, les condensateurs, pour pas qu'ils perdent la charge qu'il y avait. Donc, pour ne pas que la machine perde la mémoire, il fallait rafraîchir la mémoire périodiquement. Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement ce qui se passe pour la DRAM aujourd'hui. La DRAM, la Dynamic RAM moderne, elle doit être rafraîchie exactement pour la même raison. Une cellule de mémoire moderne sur ta barrette de DDR, là, elle est basée sur un transistor et un picocondensateur. Parce que, en fait, un transistor en picocondensateur, c'est très simple. Du coup, ça permet de faire des mémoires qui sont très denses, et du coup, avoir un prix au kilo-octet qui est très peu cher, par rapport à la SRAM, comme on l'a dit plus haut. Mais le problème, c'est que y a un picocondensateur, donc il faut rafraîchir la mémoire toutes les millisecondes. De l'ordre d'une milliseconde, sinon l'information se perd. Okay. Et c'était la même chose dans l'ABC. C'était exactement la même chose, avec des condensateurs qu'il fallait rafraîchir. Et donc, en quelque sorte, la première DRAM date de 1932. C'est assez rigolo. Alors, ça ne nous rajeunit pas. Non, n'est-ce pas. Mais c'est pas le seul type de mémoire qui fait penser à la DRAM aussi de ce côté-là. Il y a aussi les tubes de Williams. Alors, les tubes de Williams, c'est ce qui seront utilisés dans ce qui sera le premier ordinateur à programme stocké en mémoire, qui sera le Baby de Manchester. Alors le Baby, on va parler du Baby immédiatement. Donc... Je regarde les vidéos en même temps. Parce les vidéos, pour info, il y a plusieurs vidéos qui sont mises dans les notes de l'épisode. Ouais, j'ai mis plein de vidéos pour que vous voyez un petit peu la tête des trucs. J'ai tendance à les regarder en même temps que je découvre les chroniques des suppléments. Ouais. Il faut. Bon, parlons du Baby. Écoute, alors le Baby, on va aussi préciser. Donc si on va être précis et académique, on dira que le Baby, c'est le premier ordinateur à architecture de von Neumann. Pour faire simple, en gros, il y a deux types d'architecture de processeurs, selon que les programmes sont stockés dans une mémoire qui est physiquement distincte de la mémoire qui contient les données ou pas. Bon, en gros, si les programmes et données sont stockés à part, c'est une architecture dite Harvard, en référence au Mark I. Le Mark I a été conçu à Harvard en 1944, donc on l'a déjà évoqué d'ailleurs, le Mark I d'Harvard, dans le premier épisode. Si programmes et données sont dans la même mémoire, on a une architecture dite de von Neumann. Parce que c'est John von Neumann qui l'a formalisé en premier pour le projet EDVAC, qui sera le successeur de l'ENIAC. Okay. En général, l'archi Harvard est peut-être plus rapide, mais l'architecture de von Neumann est plus simple à mettre en œuvre, puisqu'on n'a qu'un seul pool de mémoire, donc on n'a qu'un seul bus, etc. Et en fait, les ordinateurs modernes sont conceptuellement von Neumann, d'ailleurs parce que dans la RAM, il y a tout, il y a mémoire et données, tout ce que tu veux, enfin il y a programme, données, tout ce que tu veux, mais en pratique, ils sont aussi de type Harvard, parce qu'au niveau intime du processeur, il y a des caches séparées pour les données et les instructions. Donc en fait, on a le meilleur des deux mondes aujourd'hui. Mais bon, si on revient à Manchester, donc là-bas, à l'université Victoria, il y a un gars qui s'appelle Freddie Williams, qui est un ponte de l'électronique de l'époque. C'est un spécialiste des lampes, il travaille d'ailleurs sur les calculateurs analogiques. Voilà, il est vraiment un expert du truc, et ça l'amène à bosser sur les radars pendant la guerre. Donc au TRE, le TRE c'est Telecommunication Research Establishment, donc c'est à Malvern, donc en Angleterre. Et là-bas, il rencontre un gars qui s'appelle Tom Kilburn, avec qui il va collaborer. Et donc de l'autre côté, il y a Max Newman, qui a quitté Bletchley Park, donc là où il faisait la cryptanalyse, et qui a déménagé à Manchester. Et lui, après Bletchley Park, il compte bien utiliser le savoir qu'il a acquis là-bas pour construire un ordinateur polyvalent. Et le principal problème qu'il identifie, c'est celui de la mémoire. Voilà. Comment stocker suffisamment de données et de manière praticable. Et vers la fin de la guerre, Williams, donc l'électronicien, il se trouve qu'il produit une encyclopédie en 24 volumes sur l'électronique. Donc le mec, c'était vraiment le ponte. Et il se trouve que ces bouquins seront publiés par le MIT. Et ça fait que Williams va se balader aux États-Unis dans la période 45-46. Et donc, il aura vendu du projet ENIAC. Il va visiter le Bell Labs. Et au Bell Labs, on s'arrache un peu les cheveux pour essayer de se débarrasser des écho-radars indésirables. Donc, bon, il va travailler là-dessus. Avec spécialistes électroniques, dont les tubes à billes, les tubes cathodiques, tout ça, c'est son rayon. Et donc, de retour au TRE en Angleterre, tout ce boulot qu'il a fait sur le tube cathodique, ça lui fait réaliser qu'il pourrait peut-être les détourner d'une manière un petit peu inattendue et les utiliser comme mémoire pour un ordinateur. Et avec Kilburn, il va mettre au point ce qu'on appellera traditionnellement le tube Williams. Alors un tube Williams, c'est un tube cathodique comme une bonne vieille télé de mamie. C'est vraiment ça.
C'est un gros tube en verre avec un canon à électrons d'un côté qui shoot les électrons donc sur la surface opposée du tube. C'est recouvert d'une couche de phosphore. Du coup, ce phosphore s'allume à l'endroit où il est frappé. Il y a des plaques sur les côtés pour orienter les électrons. C'est un petit tube de télé monochrome. C'est vrai que ça ressemble fortement quand même à la description d'une télé à tube cathodique. Ouais. C'est une télé monochrome, exactement. Alors, qu'est-ce que ça peut bien avoir à foutre avec avec une mémoire d'ordinateur? Il faut pas qu'il écrivait l'information comme ça avec des bits. Si. Exactement, en fait, t'as trouvé. Ce qu'il faut savoir, c'est si on envoie très fort des électrons à un endroit sur l'écran, ils vont avoir suffisamment de force, les électrons qui arrivent, c'est exploser la tronche là, pour arracher d'autres électrons qui vont s'éclabousser un petit peu partout. Mais du coup, on va créer une petite zone avec moins d'électrons, puisqu'ils ont été arrachés. Et donc, cette petite zone, elle va être positive. Et ça, on peut le faire où on veut, puisqu'on peut le faire où on veut à la surface du tube, puisqu'on peut orienter le faisceau. Donc, c'est-à-dire qu'on peut littéralement créer une matrice de trous positifs, trous pas positifs. Excellent. Sur tout le tube, en fait, sur toute la surface de l'écran. Et d'ailleurs, ça fait une image sur l'écran, ça fait vraiment une matrice de points plus ou moins lumineux. Des bits, quoi. Tu vois la matrice, pour de vrai, c'est exactement ça. Le truc, c'est que cette zone positive, elle peut être détectée électroniquement, puisque du coup, cette zone, elle est positive, elle peut être détectée par une espèce de plaque de détection qu'on met par-dessus l'écran l'écran cathodique. On met une plaque, et cette plaque, elle va permettre de recenser les trous positifs. Genre un scan, quoi. Exactement. Avec cette plaque, on va scanner l'écran, on va repérer les trous positifs. Et donc, ça va devenir un signal électrique. Et bon, évidemment, il y a des questions de timing et tout, mais en fait, on va réussir à traduire ce qui est écrit sur l'écran en un signal électrique. Signal qui va d'ailleurs permettre en premier lieu de maintenir cette mémoire, puisque comme on sait où sont les trous, et que les charges, en fait, attention, parce que les charges positives sur l'écran, c'est vraiment comme une image sur un écran de télé. Ça dure qu'une fraction de seconde. Il faut rafraîchir l'image de nombreuses fois, comme sur une vraie télé, pour que l'image se maintienne. Et donc, il y a, comme pour la DRAM, et comme pour une vraie télé, il y a toute une logique qui permet de maintenir une image stable, une image qu'on peut modifier comme on veut. Et donc, cette image code pour des données. Et donc, en une année, donc Williams et Kilburn, ils sont passés de 1 à 1000, puis 2000 bits stockés dans un tube cathodique. Et fin 47, ils avaient une mémoire qu'on pouvait littéralement voir. Ils ont même pris des photos d'écran je crois que c'est dans les liens de l'émission, dans les vidéos, on voit sur l'écran, il y a marqué des choses comme CRT Store ou 2048 Digit Store. C'est au début de la vidéo Manchester. Voilà, Baby, donc vous le verrez dans la vidéo. Et c'est sans doute le premier pixel art de l'histoire. Extraordinaire. J'imagine. Et donc c'est après ça que le développement du Baby a vraiment commencé, parce qu'officiellement le Baby s'appelle le Small Scale Experimental Machine. Et bon, ça va partir dans une simple pièce de labo où ils vont utiliser des racks téléphoniques pour monter l'ordinateur proprement dit en 48. C'était très très artisanal. Ils ouvraient les fenêtres tout le temps pour pas mourir de chaud. Heureusement, ils sont en Manchester, donc ça va. Ils travaillaient d'une main aussi pour éviter le choc électrique, parce qu'avec les deux bras, tu peux faire un circuit, et bon, le circuit il passe à travers le corps, donc il faut pas, donc ils utilisaient qu'une main. Par sécurité, bon, le Baby, il a quand même fini par être monté et par exécuter son premier programme en juin 48. Son programme, c'était trouver le plus grand facteur d'un entier. Donc la légende veut d'ailleurs que c'était le premier et le dernier programme écrit par Tom Kilburn, ça lui a pas donné envie. C'est un ordinateur très compliqué à manipuler, un ordinateur sériel en plus, c'est-à-dire qu'il faisait le boulot un bit à la fois. Donc tu sais, aujourd'hui, tu as les registres de 64 bits, 512 bits. Le Baby, lui, pépère, il fait le boulot à son rythme, bit après bit. Ça explique qu'il ait quand même mis 52 minutes à factoriser le nombre, mais il a trouvé. Ah, bel exploit. Et comme interface, il y a une série d'interrupteurs, puis comme sortie, c'est assez simple, puisque de toute façon, tu vois le contenu de la RAM sur l'écran, donc c'est assez simple. La réponse s'affiche. C'est quand même très rigolo de voir ce cas où, dans l'histoire de l'informatique, il y a une aussi directe visualisation de la donnée. Tu vois ce que je veux dire? Bon, oui, aujourd'hui, on a la restitution de la donnée sous la forme d'écran, mais bon, là, on accède quelque part à une visualisation de la mémoire. C'est presque poétique. Oui, c'est presque poétique, exactement. Tu vois le contenu de la mémoire sur l'écran et tu vois les choses se modifier en temps réel. Donc le Baby, c'est une première historique, clairement. L'ENIAC a beau être connu comme le premier ordinateur, était très différent d'une machine moderne quand même. Le reprogrammer, c'était le recabler. Tu vois, il ne stocke pas le programme en mémoire. Le Baby, c'est le premier à en être capable. Et les Anglais vont réitérer l'exploit avec l'EDSAC de Cambridge en 49. Et
Bon, et d'autres encore dont on va parler, mais la première machine américaine, si on parle de la machine américaine, la première à stocker ces programmes, ce sera l'EDVAC en 1950. Donc ce sera quand même pas mal plus tard. Mais bon, justement, en toute honnêteté, il faut reconnaître que le Baby, c'est une preuve de concept. Il sert pas à grand chose en fait, hein. Il est beaucoup trop limité pour faire des calculs utiles. Donc il a été présenté publiquement, et le concept a séduit quand même. Alors il a séduit une marque une marque de l'époque qui s'appelle Ferranti. Donc Ferranti, il a vu le truc, il s'est dit, bah, bof, ouais, mais bon, il y a eu quand même un contrat de 100 000 livres de l'époque avec le gouvernement, donc en fait c'est le gouvernement qui a demandé à Ferranti de créer un ordinateur à partir du Baby, qui est un véritable ordinateur, et cet ordinateur ce sera appelé le Mark I. Mark I, bon en fait c'est numéro 1 quoi, globalement, hein, donc ce sera le Ferranti Mark I. Et donc le Mark I est basé sur le concept du Baby, mais c'est quand même beaucoup amélioré. Donc c'est une machine qui a 3 tubes cathodiques et une mémoire à tambour. Donc tu vois que il mixe un petit peu les technologies. Ce sera un ordinateur qui tourne à 0,5 MHz. Une multiplication lui prend 2,16 millisecondes, donc c'est quand même vachement rapide pour l'époque, et qui introduit la notion de registre d'adresse, donc c'est une facilité appréciable. Alors Ferranti se propose de commercialiser le Mark I, et il va pas bien se vendre parce que ça coûte vraiment très cher. Néanmoins, quand même, le NRDC en 1951 va en commander 4. Et Ferranti, il se tâte un petit peu. Ferranti a beaucoup de doutes sur le potentiel commercial, hein. Il faut imaginer qu'à l'époque, on pense que 4 ordinateurs, ça suffirait amplement pour tout le pays. Tu vois, oui, c'est qu'un jour les ordinateurs deviennent aussi communs qu'aujourd'hui, qu'ils soient plus répandus encore que des poêles à frire chez tout le monde, c'était totalement impensable pour les pionniers. La notion d'informatique personnelle, elle était très éloignée. C'était impossible à imaginer. Impossible à imaginer. Donc c'était vraiment des machines spéciales pour les universités. Et bon, en gros, il y en avait une à chaque coin du pays, et puis ça suffisait, quoi. Pourquoi faire? Mais du coup, l'université va louer le temps de calcul de sa machine. Ça va lui donner une petite source de revenus, pas énorme, mais bon, quand même. Le Mark I va travailler jusqu'en 58 quand même, et il aura surtout toute une descendance. Il y aura plein de petits-enfants qui vont faire de Manchester la capitale informatique anglaise, et un grand centre informatique mondial, on peut le dire. Avec Londres aussi, mais enfin, on va y revenir. Et d'ailleurs, fin 48, Alan Turing vient aussi à Manchester, et en 49, il travaille sur des logiciels pour le Mark I. Alors, tu me diras, ouais, bon, il devient codeur de ses petites mains. Attention, c'est pas un petit travail. À l'époque, il n'y a pas d'assembleur. Donc il n'y a pas de compilateur, il n'y a pas de langage de haut niveau, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'assembleur. Ça veut dire que tu dois écrire les programmes en binaire, vraiment, avec des 0 et des 1. Donc, bon, voilà, c'est quand même un petit boulot. Et pourtant, Turing, évidemment, il est à l'auteur de ce genre de tâches, parce que Turing, si tu veux, c'est monsieur le génie. Lui, il a aussi créé un ordinateur de son côté. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que Turing a créé un ordinateur en se basant sur une technologie mémoire aussi, très différente de celle de Williams, puisque lui, il a choisi de partir sur des mémoires à délai de mercure. Et d'ailleurs, c'est une technologie qui est tellement différente que Max Newman, qui est donc à l'origine du projet Baby et Mark I, a réfléchi à travailler avec Turing à un moment, tu vois, mais ils étaient partis dans des directions tellement différentes technologiquement que finalement, ils l'ont laissé dans son coin, et finalement, il y a eu un centre informatique à Londres, en Angleterre, et un centre informatique à Manchester. Donc à Londres, Turing a bossé pour fabriquer le ACE, enfin en tout cas pour jeter les bases de son ACE, qui allait devenir un petit peu l'ordinateur national, alors qu'à Manchester on avait beaucoup plus donc la lignée donc des marques, des Ferranti, etc., sur lesquelles on va revenir. Mais bon, du coup on peut parler du ACE et d'Alan Turing. Allons-y. Qui est vraiment, qu'est-ce qu'il vous a fait livrer Alan Turing? Alan Turing, il a fait une vraie machine. Alors c'est vrai que quand on pense à Alan Turing, bon, il y a beaucoup de choses qui viennent à l'esprit, hein. C'est une personnalité très connue et un peu légendaire, évidemment. C'est machine de Turing. Et justement, tu vois, il y a beaucoup de trucs qui viennent à l'esprit, dont bien sûr sa souffrance en tant qu'homosexuel, hein, parce qu'il a été quand même rejeté par la société, il a été poursuivi à cause de ça par la justice du pays pour lequel il s'est battu pendant la guerre. Il s'est battu avec des armes mathématiques, mais il s'est battu pour son pays pendant la guerre. Tu me l'apprends, franchement, je savais pas du tout. Ah oui, non, il a été... Si, l'homosexualité était illégale à l'époque, et il a été poursuivi, il a été beaucoup inquiété. Donc voilà, et donc bon, évidemment on pense aussi à la pomme, hein, la pomme supposément empoisonnée avec laquelle il se serait suicidé. En fait, il est possible que c'était un accident, finalement on sait pas trop. Turing faisait des expériences de chimie aussi en parallèle, il était pas très prudent. Bon, il y a une part de mystère, on va dire. Alors cette pomme, attention, rappelons-le,
Cette pomme, c'est pas la pomme du logo Apple, même si c'est très joli, tu sais, comme idée. Mais en fait, c'est une légende urbaine. Le logo original d'Apple, ça devait être un Newton sous son pommier. Et bon, pour simplifier tout ça, le graphiste, il a juste fait une pomme. Et cette pomme, elle est croquée tout simplement pour montrer l'échelle de la pomme. Et pour pas qu'on la confonde avec une cerise, pour qu'on voit bien que c'est une pomme. Mais bon, oui, voilà. Parce qu'on croque pas une cerise, quoi. Exactement, tu peux pas croquer une cerise comme ça. Et donc, voilà, bon, enfin, revenons à Turing. Turing, c'est un mathématicien génial qui a travaillé donc en cryptanalyse, en théorie aussi de la calculabilité, de la décidabilité. Il a aussi travaillé en morphogénèse et bien sûr en informatique, aussi bien théorique que pratique. Il a même codé un programme d'échecs en 1952 sans avoir de machine pour le faire tourner. Oh, la vache. Et c'était aussi un sportif. C'est aussi un sportif, c'était un marathonien, Turing. C'était marrant. Et donc en 1936, Turing il publie un article dans lequel il va détailler une machine abstraite qui va devenir le modèle mathématique canonique un petit peu d'un ordinateur. Quand on parle de la machine de Turing, c'est toujours de celle-là c'est toujours celle-là qu'on sous-entend, tu vois. C'est une machine qui n'est pas du tout conçue pour être implémentée. C'est pas du tout une vraie machine, c'est pas une machine qui est conçue pour être efficace. C'est un objet mathématique qui recherche la simplicité formelle et la généralité maximale. Mais c'est pas une vraie machine. Turing est un théoricien, mais quand il a rejoint le NPL, donc le Laboratoire National de Physique, en 1946, à Londres, eh ben, c'était pour y construire une vraie machine, qui soit donc une vraie machine en dur, qui soit, elle, rapide et efficace. Et cette machine, il voulait l'appeler le ACE. ACE, c'était pour Automatic Computing Engine. Donc il arrive avec plein d'idées sur le ACE, il y a plein d'idées en tête, il y a même une estimation du budget, parce que bon, il a quand même travaillé sur Colossus, sur la construction de Colossus, donc tu vois, il a quand même énormément, tout ça aussi, ça a beaucoup servi. Et donc il a confiance en sa capacité à créer d'emblée une machine utile et pas juste un prototype. Et il va recevoir le feu vert de Charles Darwin. Et oui, Charles Darwin était directeur. Charles Darwin Presque, parce que le Charles Darwin qui était directeur du NPL à l'époque était le petit-fils de Charles Darwin, celui des oiseaux des Galapagos. Oui, je me doutais qu'il y avait un problème de temporalité, mais quand même. Et c'est ça l'Angleterre, qu'est-ce que tu veux, la classe. Avec le petit-fils de Charles Darwin. C'est beau. C'est magnifique. Et donc Turing s'y met, il soude lui-même des composants pour faire sa machine. Donc il y a un témoignage assez marrant d'un gars pas très grand, penché sur un fatras de bidule assez mystérieux pour l'époque, en train d'en souder approximativement quelques-uns sur une espèce de châssis branlant, tu sais, en faisant des étincelles régulièrement et des courts-circuits. Et ça cramait, ça fumait, mais Turing continuait sans s'en émouvoir particulièrement, il faisait ses petits trucs. Il a dû passer pour un vrai savant fou à l'époque, c'était assez marrant, on imagine ça. Et bon, si on compare Turing et von Neumann, ce qui est frappant, c'est que Neumann décrit son architecture de manière assez abstraite, tu vois, comme des blocs logiques. Alors que Turing, lui, pourtant c'est un théoricien, Turing, il va concevoir une machine autour de ses choix technologiques et autour de choix pratiques qui sont vraiment bien définis. Donc Neumann a une démarche de mathématicien et Turing a une démarche d'ingénieur. Alors, le problème, c'est que Turing, il voit grand dès le début. C'est un peu le souci, c'est que le projet piétine un peu, un peu en fait. trop ambitieux. C'est ça. Les autres ingénieurs s'entendent pas forcément super bien avec lui. Il y a des problèmes techniques, les budgétaires. Turing est assez individualiste, il fait un peu tout seul. Il est pas très doué pour gérer des équipes. Résultat, c'est un peu le Steve Jobs de l'époque, quoi. Je sais pas, peut-être. Enfin, en tous les cas, il a du mal à gérer vraiment le projet dans son aspect logistique et pratique. Et du coup, il va partir en 47. Et d'ailleurs, en 48, il va aller rejoindre Newman à Manchester, donc comme on l'a dit. Mais son bébé, le ACE, va poursuivre son chemin tout seul. Enfin, tout seul, pas du tout tout seul, bien sûr, avec l'aide de toute la division radio du NPL. Mais surtout, une fois qu'il est parti, ils vont décider de faire une machine plus petite, dans un premier temps, qui s'appelle le Pilot Ace. Oui, c'est beau. L'Ace Pilot. Je pense que ça a fait marrer les Anglais à l'époque. Et donc, ce truc a été fini en 1950. Et donc, comme je le disais il n'y a pas longtemps, le design de Turing repose sur une technologie mémoire qui est vraiment très exotique par rapport aux standards actuels, qui sont les mémoires à ligne de délai, aussi appelées mémoire à mercure, ou mémoire à retard de mercure. Et donc, du coup, on peut parler aussi de cette techno-là, parce que ça a fait les grandes heures de l'histoire de l'informatique. Alors, c'est quoi ? Bon, le principe, c'est pas très très compliqué. Vous prenez un long tube de mercure. Alors, le mercure, c'est un métal liquide. Donc, c'est un liquide, donc vous tapez à gauche du tube, pop, et ça fait une vibration qui va se propager dans le liquide à la vitesse du son, donc très lentement par rapport à la vitesse d'un signal électrique. Et l'énergie de l'impulsion, elle va finir par se retrouver à l'autre bout du tube, qui va faire vibrer l'autre bout du tube. Bon. Maintenant, admettons que je mette à gauche donc un cristal piézoélectrique qui va vibrer s'il reçoit une impulsion électrique, c'est ce que font les cristaux piézoélectriques, et qu'à droite, j'en mets aussi un, mais qui va vibrer et donner une impulsion électrique quand il reçoit la vibration sonore.
Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et maintenant, je relie les deux. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand j'envoie un signal électrique qui va donc faire bouger le premier cristal piezo, le cristal de gauche, ça va faire une onde. Cette onde, elle va se balader dans le tube lentement. Elle va être captée par le cristal de droite, qui va donc faire une impulsion dans le cristal de gauche, qui va lui-même créer une impulsion qui va se balader lentement dans le tube, et ainsi de suite. Ok. Une espèce de respiration d'onde, comme ça. Ce que j'ai, en fait, c'est une impulsion qui tourne, entre guillemets, indéfiniment. Bon, en fait, donc il y a du jus, bien entendu, hein, pour que les Kiretsupi, voilà, évidemment. Oui, c'est pas un mouvement perpétuel, bien entendu. Mais non, bien sûr que non, tant qu'elles sont entretenues. Il y a donc cette espèce d'impulsion qui tourne, comme ça, entre guillemets, dans le tube. Cette impulsion peut parfaitement représenter un bit. Donc j'ai un bit stocké dans ce tube. Si je veux l'effacer, c'est pas très compliqué, il suffit de ne pas relayer l'impulsion quand elle arrive au bout du tube. Et je peux faire mieux que ça, je peux envoyer un train d'impulsion. Un peu comme si je faisais du morse, tu sais, bip, 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 bip. Donc bip, rien, bip, bip, rien, tu vois. Voilà, ça code 5 bits par exemple. Ou 6, je sais pas mes côtés. Bref, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, tu peux coder quelque part en morse, en impulsion, à l'intérieur du tube. Donc tu as une espèce de train d'impulsion qui se balade dans le tube et qui tourne, entre guillemets, donc là aussi indéfiniment. Donc en fait, dans un tube, tu peux stocker plusieurs bits. Tu peux en stocker plein. Mais ça dépend évidemment à quel point tu es précis. Alors pour lire et écrire dans ce type de mémoire, tout est une question de timing. Parce qu'il faut connaître très précisément le temps mis par l'onde pour voyager d'un bout à l'autre du tube, c'est crucial, tout comme il va y avoir une synchro parfaite de la logique électronique pour modifier les bons bits du train d'onde au bon moment. C'est là évidemment que le fait de ralentir le train d'onde est important, du coup, tu vois. Ça voyage à la vitesse du son, c'est beaucoup plus gérable. Donc les lignes de délai ont été utilisées dans l'ACE, mais aussi dans l'UNIVAC, dans l'ETSAC. Et par exemple, l'ETSAC, il avait 32 lignes de délai, et dans chacune des lignes de délai, il avait 576 bits, dans chaque tube. Donc l'UNIVAC, il stockait moins de lignes, moins de bits par ligne, mais il avait seulement 120 bits par ligne. Mais tu vois que déjà, ça fait des gros trains d'onde quand même. C'est super rigolo de se le visualiser. Il y a des sources parmi les notes que tu as, enfin dans les notes de l'épisode. Est-ce que parmi les sources, il y a quelque chose qui permet de visualiser ces tubes? Ça me paraît particulièrement exotique quand même. Je pense qu'il y en a dans le tas de vidéos. Je crois que j'en ai vu. Bon, si c'est pas le cas, j'essaie d'en trouver éventuellement. Ça pourrait être trop chouette de le visualiser parce qu'on s'en fait une représentation comme ça. Mais... Oui, enfin bon, visualiser, je veux dire, tu sais, c'est relativement l'ensemble à la vitesse du son quand même. Hein. Donc c'est à la fois long et rapide, on va dire. Donc visualiser, ça sera une infographie de toute façon. Mais bon. Enfin, en tous les cas, pour l'époque, déjà, gérer 120 bits sur une ligne, c'est un train de 120 pulsions, c'était pas très simple à gérer comme technologie. Il fallait maintenir un signal clair dans les lignes, donc il faut avoir de gros transducteurs. Donc dans l'UNIVAC, il y avait 7 grosses unités de 18 lignes, et ça représentait donc le sous-système mémoire. Et ce sous-système mémoire, il prenait une pièce entière. Il fallait une pièce pour héberger la RAM du truc. Donc pour l'ACE, Turing va choisir 10 lignes de 32 mots de 32 bits et 6 registres. Les registres, c'est des lignes qui sont plus courtes de 32 bits. Comme les lignes sont plus courtes, tu peux accéder aux bits qui sont dedans de manière plus rapide aussi. Tu sais, évidemment, ça tourne plus vite quelque part. Donc le programme et les données sont donc encodés dans des lignes de délai. Donc un programme se présente en fait sous forme d'impulsion dans un ensemble de lignes et c'est pas forcément linéaire. Après chaque instruction, tu as l'adresse de la suivante, ce qui fait que le programme peut être éclaté dans une ligne ou sur plusieurs lignes. Donc il faut se rendre compte qu'une instruction ou une donnée n'est disponible que quand elle sort de la ligne, du coup. Donc deux données qui ne sont pas à la même position dans une ligne ne sont jamais disponibles en même temps. Ok. Forcément. Ça devient une gymnastique un peu compliquée, du coup. Et donc ça doit être stocké dans une ligne temporaire. Donc il fallait programmer la machine en gardant tout ça en tête, et en faisant très attention au timing et à la disponibilité des données, parce que tu vas être le plus rapide possible, il faut avoir le timing, tu vois, il faut avoir le bon timing pour utiliser la donnée quand elle sort. C'est marrant, là j'ai l'impression qu'on est quand même en train d'explorer un système qui se veut plus source de complexité que de facilité quand même. Et oui, mais tu sais qu'il n'y avait pas énormément d'alternatives à l'époque. Ouais. C'est vrai que ça a replacé dans un contexte. Mais là, comme ça, quand tu vois les choses avec du recul, tu te dis, waouh, mais quelle complexité quand même. Mais ok. C'était compliqué. Alors, cet aspect circulatoire permanent des données, ça peut donner la migraine, clairement. Mais pourtant, après quelques modifs, le Pilot ACE a été adopté par le département de mathématiques du NPL pour résoudre des vrais problèmes. Et en fait, de 1952 à 1955, c'était la machine la plus rapide du pays.
Ah, ok. Et oui, parce qu'en plus, tu pouvais en combiner. Bon, il y avait une partie logique qui était intégrée à la mémoire, en fait, parce que quand tu déplaçais des données, tu pouvais combiner ça avec des et, des ou, des noms, etc. Et puis, il y a des gens qui sont devenus forts dans la programmation de cette horreur, tout simplement. Mais c'était un métier en soi, vraiment. C'était un métier en soi. Et du coup, il faut savoir que le ACE était plus rapide plusieurs fois que l'EDSAC, qui a été fabriqué aussi à Londres. On en reparlera de l'EDSAC plus tard parce qu'il a une histoire très intéressante, complètement liée à son aspect comment dire, c'est un petit peu l'ancêtre des premiers ordinateurs d'entreprise, et c'est vachement intéressant à voir aussi, on va en parler pareil. Donc voilà, le NPL, du coup, donc le centre de physique va devenir rapidement un centre informatique mondial. Et le Pilot ACE, il fut étendu, il fut développé, et puis il a eu une mémoire à tambour magnétique à un moment, et il sera même commercialisé par une société qui s'appelle English Electric en 1955, sous le nom de Deuce. Alors ils en ont vendu 32, c'est pas mal quand même, hein. Et donc il y a eu d'autres versions du ACE, donc qui s'appelaient les Bendix par exemple, qui se sont vendues à près de 400 unités. Donc l'ACE a eu une grande influence en son temps, hein, c'était un peu l'ordinateur national. Et d'ailleurs, le billet de 50 livres, donc le billet de 50 livres anglais, représente Alan Turing. Et en arrière-plan, il y a son ordinateur, le Pilot ACE. C'est la photo du truc. Et après ça, le vrai ACE fut lancé, parce que ça, c'est que le Pilot en fait, hein, mais bon, le ACE était encore plus ambitieux. Et le truc, c'est que le ACE complet, c'était difficile à fabriquer, il a été livré qu'en 57. Et il utilisait toujours des lignes de délai, avec des mots qui étaient plus larges, de 48 bits. Il comprenait pas moins de 7000 lampes, et il pouvait multiplier deux nombres en 0,5 millisecondes. Alors le souci, c'est que parallèlement au développement du ACE, les autres machines ont avancé, et que finalement le ACE était un petit peu plus ringard à sa sortie que le Pilot ACE à l'époque, et donc il n'aura jamais l'influence de son prédécesseur, assez étonnamment. Et d'ailleurs, Turing ne s'est plus impliqué dedans, hein. Pendant ce temps, lui, il était à fond à Manchester, puis il s'est éclaté sur le Mark I, puis sur le Mark II, parce que, évidemment, ça chôme pas chez les mancuniens, hein. Qu'est-ce que tu crois? Il y a des itérations du Mark, alors. Oui, alors il y a plein d'itérations du Mark, et d'ailleurs, ça va aller très très loin. En 1951, l'équipe Newman-Kilburn va présenter les plans du Mark II, qui est une machine qui est super ambitieuse, hein, puisqu'elle a des mots de 40 bits, elle a un bus mémoire de 10 bits, et surtout, c'est la première machine à inclure une unité de calcul en virgule flottante. Donc elle va gérer des calculs des nombres à virgule, elle va les gérer avec 30 bits de mantis, donc les chiffres significatifs sont codés sur 30 bits, et il y a 10 bits d'exposants, pour 40 bits donc de 40 bits de mots. Donc à l'époque, c'est révolutionnaire. Il faut savoir que d'habitude, tu gères les nombres toi-même. Donc les machines à l'époque, elles gèrent que des nombres entiers, si tu veux. Et donc, si tu veux des nombres avec des nombres à virgule, tu te débrouilles avec de la précision fixe, etc. Tu te démerdes. Okay. Et là, évidemment, c'est une facilité considérable. Alors la construction du Mark II, elle a marqué d'ailleurs apparemment 2 ingénieurs d'IBM qui sont passés voir le chantier à un moment. Et quand ils ont appris qu'il y aurait de la virgule flottante dedans, ils ont immédiatement téléphoné à la maison, et ça n'a pas raté, l'IBM 709 aura lui aussi une unité de calcul en virgule flottante. Okay. Alors le Mark II, il aura un autre nom, il s'appellera le MEG. Il voulait être appelé le MEG pour Mega Cycle. Donc c'est un truc, le MEG a exécuté son premier programme en 1954, et il était 20 fois plus rapide que le Mark I, et en plus il faisait des virgules flottantes, donc là c'était le paradis pour les scientifiques en fait, c'était vraiment l'ordinateur scientifique par excellence. Et du coup, comme Ferranti était dans le coin, hein, qui s'était occupé de la fabrication du Mark I et de sa vente, ils se sont dit, écoute, on va faire pareil pour le Mark II, et donc ils ont commercialisé, le nom commercial du Mark II, c'est Mercury. Donc le Ferranti Mercury, le problème c'est que ça s'est pas super bien vendu non plus. Il faut dire que Ferranti, ils y croyaient pas trop en fait, à l'informatique. Ça paraît incroyable dit aujourd'hui, mais... Au concept même d'informatique, finalement. Tout à fait. Ah, c'est fou. Pour Ferranti, les ordinateurs, c'est un business secondaire. Ils y croyaient pas. Ils croyaient pas que ça pouvait les rendre super riches, en tout cas. Complètement. Donc en fait, le gouvernement leur demandait de construire des ordinateurs, et donc Sir Vincent Ferranti, ou de Ferranti, il le faisait volontiers pourvu que ce soit bien payé, tu vois, mais il n'aurait pas fait ça de lui-même, pas du tout. Alors le Mercury, c'est quand même vendu, hein, et ça va faire un petit peu évoluer la position de Ferranti. Le Mercury, d'ailleurs, c'est le premier ordinateur du CERN. Donc le CERN, c'est le centre de recherche, vous savez, l'accélérateur là qui est placé en Suisse. Le CERN, historiquement, CERN, c'est Conseil européen pour la recherche nucléaire.
Et donc ça a été fondé en 54, et en 57, ils vont se doter de leur premier gros accélérateur de protons, et du coup ça produit de la donnée, les accélérateurs de particules, ça produit de la donnée, et puis les physiciens, ça fait des calculs tout le temps complètement imbitables, et donc ils ont beaucoup besoin de calculs, et donc ils ont acheté un Mercury à Ferranti, qu'ils ont, donc en 58, ce sera le premier ordinateur du site. C'est un truc qui utilisait 4 tambours de mémoire magnétique, et surtout, le Mark II, le Mercury va utiliser un nouveau type de RAM pour l'époque. C'était les mémoires à tore magnétique. Parce que le Mark II va se passer les tubes de Williams. Ils vont passer une technologie qui est beaucoup plus efficace. Et ces tores magnétiques, ça va devenir la forme de mémoire dominante pendant une vingtaine d'années. Jusqu'à la fin des années 70 à peu près. Donc ça s'est installé durablement. Alors du coup, c'est quoi les tores magnétiques ? Alors, la mémoire à tore magnétique, c'est peut-être un peu plus connu que les types de mémoire dont j'ai parlé avant, parce qu'elle était... comment ? Plus connu que les mémoires que les tambours ou que les tubes de Williams. Non, mais c'est un truc qui a été utilisé assez longtemps et jusqu'à une période relativement récente, puisqu'il y a certaines machines qui en avaient encore dans les années 80. Okay. Donc la mémoire à tore, elle porte bien son nom, parce qu'elle est constituée de petits anneaux de ferrite, donc des petits tores, qu'on va magnétiser. Donc, le principe, c'est imaginer un anneau de ferrite horizontal là, posé sur une table. Un anneau horizontal, un anneau avec un fil qui passe par le trou. Quand on fait passer un courant par ce fil, on crée un champ magnétique dans l'anneau qui va orienter tous les micro-aimants qu'il y a dedans. Donc, c'est ferromagnétique, et donc il y a des micro-aimants dedans qui vont s'orienter au passage du courant. Bon, ces micro-aimants, ils vont s'aligner tous dans une même direction, qui va dépendre de celle du courant. Donc on peut utiliser la règle des doigts, la règle des 3 doigts pour savoir laquelle, mais l'important, c'est de bien voir que du coup, l'anneau complet va devenir un aimant. Selon le sens du courant, la polarité, c'est-à-dire où est le pôle nord, peut être choisie comme on veut. Donc la polarité de l'anneau va coder pour l'information, pour le bit d'information. Donc 1 par exemple pour si le nord est vers le haut, tu vois, et sinon c'est 0. Donc là, du coup, on sait comment écrire, il suffit de faire passer le courant dans le fil. Mais comment on fait pour lire ? Alors, pour lire, en fait, on fait pareil. Il faut imaginer qu'il y ait 2 fils, cette fois, qui passent par le trou de l'anneau. Si je fais passer un courant assez fort dans une certaine direction par le premier fil, alors il peut se passer 2 choses. Soit l'anneau est déjà aimanté dans la bonne direction, et il se passe que dalle, il se passe rien. Soit, si il n'est pas aimanté dans la bonne direction, j'inverse la polarisation de l'anneau. Cette inversion de polarité va induire un courant dans l'autre fil. Et donc, avec les 2 fils, je peux savoir dans quel état était l'anneau, donc le bit. Cela dit, j'ai dû le modifier pour ça. Donc la RAM à tore magnétique, elle est à lecture destructrice. Ce qui veut dire que toute opération de lecture doit être suivie d'une opération de réécriture du même bit. Donc, il doit y avoir toute une logique pour réécrire après la lecture. Donc, pour avoir une RAM complète, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tisser, mais vraiment littéralement tisser, une sorte de toile de fil, donc de fil électrique, avec des petits tores magnétiques aux intersections des fils. C'est très mignon à regarder, là aussi dans la vidéo, allez jeter un coup d'œil, à 1 minute 50 par là, enfin vous allez en voir, en visualiser le microscope, je pense, non ? Alors ça dépend de l'époque, mais c'est vrai qu'effectivement une mémoire à tore magnétique, c'est une grille de petits tores de ferrite, donc les tores sont de biais en général, et il y a des fils qui passent orthogonalement et à 45 degrés dans les trous, et c'est vraiment une toile de fils. Et alors évidemment, du coup, comme il y a un bit par tore, c'est facile, 16 kilobits, ça nécessite 128 fois 128 tores, avec en fait 4 fils qui passent par chacun des tores. Alors pourquoi 4 fils ? Bon, déjà, il faut un fil de détection, on l'a dit, il y a 2 fils pour écrire, et ensuite il y a aussi un fil d'inhibition. Bon, alors on peut expliquer un peu plus comment ça marche, parce que là, dit comme ça a l'air un peu... Donc chaque tore, finalement, il est au croisement de 2 fils, et du coup, comme dans une grille comme ça, les tores sont au croisement, il y a des tores avant, puis il y a des tores après sur les lignes et les colonnes. Et donc vous vous demandez peut-être comment magnétiser un tore au milieu de la grille sans magnétiser ceux de toute la ligne. En fait, c'est une propriété physique, il faut un courant qui soit suffisamment fort pour faire basculer un tore. Donc l'idée, c'est de donner une partie du courant par le fil horizontal, qui correspond, et par la partie la partie manquante par le fil vertical. Donc les tores sur le chemin, donc ils n'auront pas assez d'énergie, il n'y a que le tore à l'intersection qui en aura assez. Donc il n'y a que le tore au croisement qui va flipper. Donc pour la lecture, on va avoir recours à un long fil en zigzag qui va passer par tous les tores. Donc si vous supposons qu'on veuille lire le bit qui est sur la 3e ligne et la 5e colonne. Comme on l'a dit, on va faire exactement pareil que si on voulait écrire un 1 du coup. Donc on envoie la moitié du courant nécessaire sur le fil horizontal numéro 3 et l'autre moitié sur le fil vertical numéro 5. Il n'y a que le tore à l'intersection qui va basculer parce qu'il n'y a que lui qui aura assez d'énergie.
il va basculer s'il n'était pas déjà 1. Si le tour bascule, le fil de lecture va recevoir un courant et on sait qu'il y avait un 0 à cet endroit-là, sinon on sait que c'était un 1. Ok. Tu vois. Alors maintenant, évidemment, il faut réécrire le bit si on a changé quelque chose. Et en fait, on fait comme si on voulait réécrire des 1 de partout, comme si on voulait tout faire flipper, sauf qu'on utilise le 4e fil, qui est le fil d'inhibition, pour empêcher ça là où il y avait des 0. Donc on va empêcher ça avec ce fil-là. Donc vous imaginez la complexité du truc quand même. Hein, c'est pas... Après, il faut imaginer un cadre autour de cette espèce de toile, avec des connecteurs évidemment sur les 4 bords. Et cette toile est dense donc de milliers de petits anneaux dont la taille n'a cessé de se réduire avec les années. Donc en anglais, ce type de mémoire s'appelle la core memory. Donc ça a été inventé en 1951 par Jay Forrester au MIT et implémenté dans l'ordinateur Whirlwind qui est donc sorti en 1953. Sa RAM avait 1024 mots de 16 bits formés d'une pile de ces grilles de Tor, parce qu'évidemment tu fais une grille mais c'est pas suffisant, il faut en plus. Donc en fait tu les empiles. Donc le Whirlwind en fait, le Whirlwind c'était une machine qui avait c'est une machine militaire et qui devait suivre les avions, je crois, et donc elle devait avoir une mémoire fiable et rapide pour suivre les avions en temps réel. Et donc les tubes de Williams faisaient pas l'affaire à l'époque, et donc les mémoires à Tor ont été adoptées. Ces mémoires qui sont stables et fiables, et qui ont un temps d'accès qui est assez rapide. Oui, j'allais te poser la question de la fiabilité justement, parce que comme ça, vu les propriétés physiques que tu décris, ça donne l'impression que de temps en temps, il peut y avoir des torts qui se coincent, tu vois, ou qui se retournent pas comme il faut, etc. Et non, toi, tu confirmes que c'est une fiabilité. Ou est-ce que c'est une fiabilité relative par rapport à ce qui se faisait avant? Non, c'est une vraie fiabilité, c'est une vraie stabilité. Déjà, c'est des mémoires qui sont non volatiles de fait, puisque comme c'est une magnétisation, la magnétisation, quand on coupe le courant, la polarité des aimants, elle ne change pas. Donc en fait, c'est des mémoires qui brouillent la frontière entre RAM et stockage. Tu vois, comme on les connaît aujourd'hui, cette différence qu'on connaît aujourd'hui, elle n'existe pas à l'époque. Donc c'est des RAM qui sont très stables, qui sont très peu sensibles aux perturbations électromagnétiques et aux radiations. Elles ont été naturellement choisies pour des missions spatiales et des applications militaires d'ailleurs. L'ordinateur de bord des navettes spatiales avait une mémoire à Tor magnétique. La mémoire de Challenger, tu te souviens de Challenger, celle qui a explosé là. Donc Challenger avait une mémoire à Tor magnétique, comme toutes les navettes spatiales. Quand elle a explosé, la mémoire, elle est restée. Elle a survécu à l'explosion. Elle a survécu au plongeon dans la mer qui a suivi. D'accord, oui, ok. La fiabilité, elle est non seulement avérée dans son fonctionnement, mais aussi dans sa durabilité, quoi. Les bits étaient encore écrits dessus. Hein. Donc non, c'est vraiment bien stable. Et quelque part, c'est le deuxième cas de mémoire. Si je fais l'analogie avec le tube cathodique tout à l'heure, c'est un deuxième cas où quelque part la mémoire, alors c'est trop fin, mais on pourrait la lire, quoi, physiquement aussi, cette mémoire. On pourrait la visualiser, j'entends. Non, oui. C'est pas visible du tout. C'est la polarité. Non, tu peux pas la visualiser. J'arrive pas à me rendre compte de la taille, en fait, que ça peut représenter. Mais si, alors si, les bits, tu les vois. Les bits, tu les vois. C'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, oui, les bits, tu les vois, mais tu vois pas à quelle taille ils sont. Mais tu vois la mémoire, comment elle est constituée. Tu vois les bits un par un. Oui, ça, c'est oui. Les bits sont macroscopiques, largement, il n'y a pas de souci. Alors, c'est des mémoires qui n'ont pas que des propriétés sympas. Hein. Alors, c'est des mémoires qui exploitent les caractéristiques physiques du magnétisme. Or, le magnétisme, ça dépend de la température. Donc, une mémoire à Tor, ça doit être utilisé dans une gamme de température bien définie. Sinon, il faut chauffer ou il faut refroidir. Et donc, pour l'espace, ça ne devait pas aider alors, du coup. Et il fallait foutre éventuellement, il fallait le mettre dans une sorte de mini-four. La pile de Tor pouvait être enfermée dans une sorte de mini-four avec un thermostat. Okay. Le PDP-1, par exemple, il avait une mémoire qui était constamment sous les tropiques, autour de 41 degrés. Okay. Et pourtant, la core memory a eu énormément de succès, c'est devenu le standard de fait dans les années 60 et 70. Et donc la taille des anneaux, il y en a eu plein, ça décroissait sans cesse, jusqu'à atteindre un demi-millimètre. Au début, c'était quelques millimètres, tu les voyais vraiment clairement. Après, c'était un demi-millimètre, c'était à peine visible à l'œil nu, mais c'était quand même macroscopique. Tu peux parfaitement voir, avec une loupe ou un microscope, les bits de ta mémoire. Il y a un côté couture qui est quand même assez dingue quand on regarde la vidéo. Ah, complètement. Et le prix, évidemment, a dégringolé au fil des années. Au début, on était autour d'$1 le bit. Et ça a été divisé par 100 en une vingtaine d'années. Donc en 1980, on pouvait s'offrir 32 kilooctets de mémoire à Tor pour moins de $3,000. Une bricole. Vu le prix d'une mainframe, c'est une bricole. D'ailleurs, ça devait être une horreur à produire aussi, ça. Oui, c'était complexe à produire. Parce qu'assembler, à la limite, produire les Tor, je dis pas, mais assembler le truc, ça devait être... bon. Alors, c'était pas assemblé à la main, quand même.
Oui, ah bah, j'imagine bien Mais que c'était pas des c'était, petits Chinois qui le faisaient avec des fils de couture, mais non, ça devait être compliqué quand même. Oui, non, c'était un processus assez compliqué, qui quand même, voilà, qui sentait le prix qui est évidemment qui a beaucoup baissé au fil des années, reste quand même relativement élevé. Il faut voir que par exemple, la mémoire en gros elle s'achetait au litre, tu vois, parce qu'on avait des grilles de torrents empilées comme ça qui pouvaient être énormes en fait. Tu peux avoir plusieurs litres de mémoire. Et en 1967, le PDP-6 avait 1,2 mégaoctets de RAM, donc à tort. Et c'était une quantité astronomique pour l'époque. Mais le bloc de mémoire faisait 1,7 mètre de haut, 63 cm de profondeur et 1,27 mètre de large. Oui, parce qu'on alignait les plaques de c'est mémoire tout simplement Tor comme ça. Hein. Exactement. Okay. T'empilais les grilles, t'alignais les grilles. Et tout ça, donc ce 1,2 mégaoctets de mémoire en 67, ça valait 384 000 $ quand même. Donc, tout est relatif, quoi, tu vois. Ok. Alors l'IBM 360, d'ailleurs, dont on a parlé la dernière fois dans le dernier épisode, utilise ce type de mémoire. Et d'ailleurs, puisqu'on parle d'IBM, on peut parler aussi des brevets sur la Core Memory, donc la mémoire à tort, donc ça s'appelle Core Memory en anglais. Et finalement, le brevet sur la Core Memory, c'est finalement un des plus importants de la décennie 60-70, ça n'est produit tellement. Et surtout, États-Unis oblige, c'est un brevet qui a été au centre d'une énorme bataille judiciaire acharnée sur plusieurs années, bien entendu. On est presque rassuré. Ah bah écoute, alors j'ai dit que c'était Jay Forrester qui avait inventé ce truc-là. En fait, il y a deux physiciens d'Harvard, qui s'appelaient Han Wang et Wei Dongwu, qui avaient déjà travaillé sur les torts magnétiques en 49. Mais leur objectif était un peu différent. Ils voulaient créer des lignes de délai, mais magnétiques. Bon, la fac, à l'époque, n'était pas très intéressée par le projet, et Wang a cherché à déposer lui-même le brevet. Alors, il a réussi. Le problème, c'est qu'il ne l'a eu qu'en 1955. Et à cette date, les mémoires à tort magnétiques, c'était déjà en service. En fait, c'était déjà devenu un truc normal. Et donc, il y a eu une cascade de procès qui vont suivre. Et finalement, c'est IBM qui va mettre tout le monde d'accord en rachetant tout à tout le monde. Voilà. Donc, IBM, il a racheté le brevet de Wang pour 500 000 $ et celui du MIT pour 13 millions. Alors, pour l'époque, c'était un record. Mais c'est une très bonne affaire, en réalité, puisque voilà, le MIT voulait 2 cents de royalty par bit que reproduit IBM. Et IBM, il en a produit des bits, hein, tu peux être sûr, en pagaille, donc évidemment, c'est une bonne affaire. Donc la mémoire à tort, la Core Memory, donc, était tellement omniprésente qu'on en retrouve encore aujourd'hui une trace dans Linux. Et je pense que tous les programmeurs qui sont passés à un moment sur cet OS ont dû rencontrer plusieurs fois cette référence. C'est que quand un programme se viande méchamment sous Linux, il fait un core dump. Il écrit le core dump, ça veut dire il écrit la mémoire du programme sur le disque, supposément, pour que tu puisses aller déboguer, aller vous regarder. Et cette formulation, core dump, ça fait référence à la core memory. On fait le dump de la RAM, et cette RAM, c'est la dénomination de la RAM, elle est sous l'appellation core, sous-entendu core memory. Donc c'est core memory dump, le core dump. Très bien. Sympa cette référence. Décidément, ça fait la deuxième quand même concernant les références de Linux liées à cette et Unix, c'est un système assez ancien, effectivement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Et donc, écoute, on peut continuer sur Manchester, parce que l'aventure informatique de Manchester ne va pas s'arrêter au Mercury, hein, loin s'en faut. Alors Turing meurt, par contre, entre-temps. Turing meurt en 1954, et donc il ne verra pas, malheureusement, les progrès fantastiques de ses collègues, hein. Il aurait sûrement pu apporter plein de choses en plus, c'est vraiment terrible, mais bon. Alors, peut-être même que les machines auraient pu s'imposer dans le monde entier si Turing n'était pas mort, on ne sait pas, mais bon. Toujours est-il qu'en 1956, Kilburn commence à construire une nouvelle machine qui s'appelle le Muse. Alors, le nom est classe, le Muse. Quand on aime la musique, ouais. La Muse. C'est à l'époque Muse. Alors, le nom a vraiment une origine un peu tarabiscotée, parce que ça vient de Microsecond Engine, parce que voilà, il voulait que ce soit à l'échelle de la microseconde. Et en physique, micro, c'est souvent abrévié en mu. Mu, la lettre grecque, mu. Ouais. Et donc mu avec le S de second et le E de engine, ça fait Muse. Ok. Donc le mec, il voulait vraiment appeler sa machine Muse. Hein. C'est ça, ils ont cherché tous les artifices possibles pour que ça s'appelle Muse. Ok, très bien, validé. Et le pire de tout, c'est qu'elle s'est finalement appelée Atlas. C'est la loose. Tout ça pour ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais le pire, c'est qu'elle était vendue sous le nom d'Atlas. Elle est connue sous le nom d'Atlas. En fait. Pour le coup, Atlas, Muse Atlas, c'était quand même un meilleur nom pour refléter la puissance phénoménale de la machine finale. Parce que quand elle a commencé à tourner en 1958, elle valait 4 ordinateurs IBM de la même époque. Et quand elle tournait pas, on avait coutume de dire que l'Angleterre perdait la moitié de sa puissance de calcul. Atlas, il était costaud.
Et donc, fidèle à son nom, donc Muse, pour le coup, exécutait une addition en 1,59 microsecondes. Et surtout, c'est une machine relativement moderne. En fait, elle possédait 128 registres d'adresses de 24 bits, dont 38 réservés au système d'exploitation. Donc c'est une des premières machines construites avec un OS multitâche en tête. Intéressant. Donc Muse pouvait changer de contexte entre plusieurs programmes. Il y avait 3 compteurs ordinaux, donc il y avait 3 pointeurs de code qui pouvaient donc suivre le code du système, celui du programme et un extra. Il y avait des interruptions, donc il y avait des vecteurs d'interruption, il y avait même un mécanisme de mémoire virtuelle. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, la mémoire était faite de blocs, donc de pages, on dirait aujourd'hui. Et ces pages, en fait, pour libérer de la RAM, tu pouvais les écrire sur la mémoire à tambour et aller les récupérer au plus tard, si besoin. Et tout ça était géré en hardware. En fait, il y avait des circuits de traduction, donc mémoire virtuelle, mémoire réelle. Ça rappelle des trucs, hein. C'est un truc qu'on a commencé à voir dans les 386, par exemple, dans les 286 même. Donc voilà, Muse, c'était un ordinateur incroyablement sophistiqué pour son époque, et on pourrait dire que c'était le premier super ordinateur. Donc Ferranti va le commercialiser. Ferranti, qui est comme était un peu convaincu par le succès du Mercury, va commercialiser Muse donc sous le nom d'Atlas. Okay. Et ça a été l'ordinateur le plus puissant du monde à son époque. Il a dépassé IBM, il a dépassé CDC aux États-Unis sans problème. Atlas, c'est ce qui a donné des complexes à Seymour Cray. Seymour Cray travaillait à CDC à l'époque. Donc CDC, c'est Control Data Corporation, c'est une boîte américaine qui produisait des machines pour faire du gros calcul. Et en fait, l'Atlas, c'est vraiment ce qui a poussé Cray à travailler et à fabriquer le CDC 6600. Et par la suite, c'est ça qui a peut-être lancé la carrière spectaculaire de Cray, qui a fondé donc Cray Research, qui est une véritable légende des années 80. On va en reparler dans un autre épisode. Mais voilà, Atlas, donc, gros monstre. Le problème, c'est qu'il n'y en a que 2 qui furent vendus. Ça, c'est un peu dommage. Mince. Donc, il y en a un qui a été acheté par l'Université de Londres et BP, et l'autre par le Conseil de la Recherche Scientifique, le CNRS local, quoi. Et bon, en aparté... Microcosme anglais, quand même. Hein. Oui, mais complètement. Tu vois qu'il y a vraiment un microcosme anglais qui est... Bon, alors, ils en ont vendu à d'autres pays d'Europe, mais il y avait très très peu d'ordinateurs en Europe dans les années 50-60, quand même. Enfin, des années 50 plutôt, dans les années 50. En aparté, d'ailleurs, on peut se demander si c'est des compléments chauds du commerce chez Ferranti, parce que quand même, ils n'ont pas vendu beaucoup d'Atlas, ils en ont vendu 2. Ils ont réussi à faire encore pire avec Atlas 2, puis ils en ont vendu qu'un seul. Vraiment, bon. La tendance, c'était pas à l'explosion commerciale. Non, c'était... Mais bon, qu'est-ce qui fait que Muse Atlas, là, était tellement au-dessus de ses précédents, de ses prédécesseurs? Pourquoi il était aussi rapide? Parce que Muse utilisait un composant assez nouveau pour l'époque, le transistor. Tout simplement. Le transistor, d'ailleurs, dont on va fêter les 75 ans, puisqu'il est né officiellement le 23 décembre 1947. Donc c'est bientôt son anniversaire. On reparle... Bon, il faudra reparler de manière un peu plus approfondie la naissance du transistor, dans un autre épisode encore, parce que voilà, là ça va pas être possible, mais il faut savoir que le premier transistor, il est un peu différent de ce qu'on connaît actuellement. C'était des transistors dits à contact ponctuel, de première génération. Donc ils étaient déjà basés sur un semi-conducteur, c'était le germanium à l'époque, et c'est ça la véritable révolution, hein, c'est vraiment le semi-conducteur. Parce que la fonction du transistor elle-même, la fonction de transistor, elle est faisable avec un tube à vide. On l'a déjà vu la dernière fois. Puis même si tu veux juste un interrupteur commandé, t'as un relais, quoi. Donc c'est possible. Donc la véritable percée, elle vient de l'utilisation des semi-conducteurs, qui n'a été possible qu'avec une meilleure compréhension de ces matériaux-là, et cette compréhension n'a été possible que grâce au progrès de la mécanique quantique. C'est vraiment ça qui a tout changé. Les tout premiers transistors utilisent donc un contact dit ponctuel, donc c'était un contact très très petit sur le germanium, et donc ils étaient assez fragiles et difficiles à fabriquer. D'ailleurs, ce qui aurait pu être, parce qu'il pourrait être le prototype de Muse fut développé en même temps que le Mercury, donc dès 1952, et à cette époque les transistors étaient très 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 récents, et ces transistors au germanium étaient encore moins fiables que les lampes. Alors ils consommaient beaucoup moins d'énergie, déjà. La version la version du proto qu'ils ont fabriqué, donc, en 1953, on pourrait dire que ça a été le premier ordinateur à transistor. Donc il y avait 92 transistors dedans. Donc on parle de ridicule, et forcément quand on le remet dans la situation, ça devait être oui, c'est des dizaines de milliards, mais non. Mais à l'époque, il y avait 92 transistors, il y avait 550 diodes, et c'est un ordinateur 48 bits. Le temps moyen entre deux pannes était de 90 minutes.
Voilà. Fallait remplacer un transistor à cette période-là. Il fallait... Oui. Ah la vache. Et oui, il fallait remplacer les transistors claqués en temps moyen à 90 minutes. C'était inconsommable le truc, quoi. Mais c'était pire que les lampes. C'était même pire que les lampes à l'époque, parce que en plus les lampes, on commençait à bien les connaître. Et donc les ampoules, la technique, il y avait une technique assez simple en fait avec les ampoules qu'on avait adoptées, c'est de les survolter un petit peu avant l'allumage de la machine. Parce que quand tu survoltes, les ampoules un peu faiblardes, elles pètent en premier, puisque tu les achèves en fait, et donc tu les changes, et après t'es relativement tranquille. Okay. Donc c'était une manière de gérer les lampes. Finalement, bon, voilà, on arrivait à gérer un peu. Et bon, la deuxième version donc de ce truc-là, de ce proto, ça a été sorti en 1955, et ça utilisait 1300 diodes et 250 transistors, mais c'était des transistors à jonction bipolaire. Donc les transistors à jonction bipolaire, c'est la deuxième génération de transistors qui sont plus proches des versions modernes, qui étaient toujours en germanium à l'époque quand même, et l'ensemble donc ne consommait que 150 watts. Donc je sais pas si tu te rends compte le progrès mais astronomique que ça représente par rapport à des trucs à lampe. Qui consomment en général plusieurs kilowatts. Donc 150 c'est une bricole. Vraiment. Et en plus, le pire c'est que le gros des 150 watts était utilisé par les lampes qui créaient le signal d'horloge de la machine. Donc vraiment, mais oui, mais à partir du moment où tu as des éléments qui génèrent ni lumière, ni chaleur, ni quoi que ce soit, finalement, oui, c'est beaucoup plus économe, j'imagine. Ah ouais, c'est hallucinant. Ils génèrent un peu de chaleur, les transistors, mais tellement moins, c'est incroyable. Incomparable. Et donc Muse va profiter de ces transistors, et ça a été un énorme succès. Alors, l'équipe de Manchester va réitérer l'exploit avec le MU5. Alors, MU5, c'est Manchester University 5, tout simplement. Donc 20 fois plus rapide que Muse. Complètement. Et donc, il était 20 fois plus rapide que Muse. Et bon, il était 20 fois plus rapide que Muse parce qu'il utilisait là encore une autre évolution technologique majeure dont il faudra reparler en détail, les circuits intégrés. Okay. Parce qu'à l'époque de sa conception, donc c'était vers 66 pour le MU5, on parle seulement de quelques dizaines de transistors dans un composant. Mais ça offre déjà une accélération majeure en fait, c'est quand même majeur. Et bon, au-delà de ça, le MU5, c'est là encore une machine très moderne. Donc elle a un système d'exploitation, ça s'appelle le MUS. Arrêtez. Elle est conçue pour faire tourner des compilateurs. C'est vraiment avec des compilateurs en tête. Elle est pipelinée, c'est-à-dire que des unités d'exécution sont découpées et organisées en petites sections, comme le serait une chaîne de montage avec des ouvriers. Donc des ouvriers qui travaillent, des ouvriers castors, bien sûr, qui travaillent tous en même temps, comme ça, pour accélérer la cadence. La machine a même une unité de prédiction des branchements. Elle a un cache. Et surtout, elle a aligné 20 MIPS. 20 MIPS, c'est 20 millions d'instructions par seconde en calcul entier et 4 millions en calcul flottantes. Donc le tout avec 128 kilooctets de mémoire à tort. Bon, une machine extraordinaire, opérationnelle en 74. Donc on commence quand même à atteindre un peu l'époque moderne à ce niveau-là. C'est clair, on la touche bien du doigt. Ouais. Et d'ailleurs, le MU6 va profiter d'une innovation, encore une fois, qu'on connaît très très bien, le microprocesseur. Là encore des jalons qu'il faudra détailler parce que c'est une histoire absolument passionnante. Bon, toutes ces machines vont se vendre, bien sûr, et servir de base au business de l'informatique anglais des années 50 à 70, qui a été vraiment important. En ce qui le concerne, Ferranti, lui, va lâcher l'affaire. Et après Atlas 2, il en a marre. Il n'y croyait plus. Il en a vendu qu'un, c'est bon, c'est fini. Et donc, ils vont quitter l'informatique en 62, et ils vont donc revendre leur branche, donc tout leur bateau. Ça ne marchera jamais. À ICT. ICT, c'est une boîte de tabulatrice qui plus tard va devenir ICL. ICL pour International Computer Limited. C'est une boîte qui va finir par être absorbée par Fujitsu en 2002, d'ailleurs, ICL. Mais ICT, en son temps, va produire des machines qui auront beaucoup de succès. Le MU5, d'ailleurs, est la base de la série 2900. Ils ont produit des machines stars, on pourrait dire. Stars dans le sens que je pense pas mal d'auditeurs auront peut-être vu sans le savoir à la télé. Parce que, par exemple, le ICT 1301, c'était le parfait ordinateur du début des années 60, quoi. C'est à 13 kWh de consommation, 65 km² d'emprise au sol pour 12 kg de RAM, 1 MHz de fréquence d'horloge, bon voilà. Ouais. Mais avec tous ces voyants, tous ces boutons, ces consoles et tout, c'était vraiment iconique de ces années-là, et il a servi de décor dans des séries anglaises, donc les séries Doctor Who et Blake Seven par exemple. Et tu peux le voir dans un James Bond, tu peux le voir dans L'Homme au pistolet d'or. À un moment, il y a un ordinateur en fond, c'est un ICT 1301. Donc là on a vraiment fait l'histoire de l'informatique anglaise côté Manchester. Pour conclure cet épisode très britannique, il faut s'intéresser aussi, je pense, à l'équipe adverse de Manchester, qui est en fait l'équipe de Londres et Cambridge. Donc les pionniers de l'informatique côté Manchester, c'est vraiment le côté académique.
Tu vois, les côtés universitaires. Mhm. C'est des machines développées dans des universités, pour des universitaires, des machines pour barbus. Mais c'est pas une machine pour les cols blancs, c'est une machine pour les barbus. Alors qu'à l'autre bout du pays, finalement, s'écrit l'histoire du début de l'informatique d'entreprise. Donc c'est une histoire qui mêle l'université de Cambridge, mais aussi des sachets de thé, des petits gâteaux. On est en Angleterre après tout. Hein, On est dans le thème. Non mais complètement. Alors le Baby c'est chronologiquement donc le premier ordinateur avec programme stocké en RAM, mais c'est pas celui qui a été le plus utile, clairement pas. Et finalement, c'est à Cambridge que le premier ordinateur de ce type a vraiment été utile et il s'appelle l'EDSAC. Alors l'EDSAC, il faut parler de l'EDSAC forcément, son papa c'est Maurice Vincent Wilks. Des appellations comme la fin des ordinateurs de la précédente chronique. Oui, comme ENIAC, EDVAC, EDSAC, effectivement, il y avait beaucoup de trucs comme ça. Alors son papa c'est Maurice Vincent Wilks, donc à la base c'est un mathématicien. C'est un mathématicien appliqué. Donc il se contente pas de la théorie, lui, voilà, il veut résoudre des équations, et donc il veut des valeurs numériques aux solutions de ces équations. C'est surtout de la physique. Et bon, avant la guerre déjà, il en a marre des calculs, hein. Il cherche des mots et d'automatiser tout ça. Bon voilà, c'est récurrent, hein, il en a marre des calculs. Et donc il utilise ce qu'il a à l'époque, des machines mécaniques, des machines analogiques. Et puis bon, c'est la guerre. Donc Maurice, il part travailler sur les radars, où il va apprendre plein de trucs sur l'électronique de l'époque. Et de retour à Cambridge, après son service, il devient directeur du labo de maths et il rencontre Douglas Hartree. Douglas Hartree, c'est un nom qu'on a aussi mentionné dans le premier épisode, mais c'est un mec qui est allé donc aux États-Unis et qui connaît la machine d'Aitken, donc le Mark I d'Harvard, et qui sait aussi que l'ENIAC est terminé. Donc l'ENIAC, la grosse machine américaine, et donc qui est terminé en 1945, et donc en 1946, les Américains ont de l'avance, donc il faut les rattraper. Et donc, incroyablement, Maurice Wilks, j'ai jamais trop su, aura accès au rapport de John von Neumann sur l'EDVAC, qui doit succéder à l'ENIAC. C'est un rapport qui aurait dû être hautement confidentiel, mais bon, écoute, Maurice n'en a pas de copie, hein, mais il doit la lire et l'assimiler dans la nuit, mais ça lui donne un point de départ très clair. Et donc, sa problématique est évidente, hein, il doit stocker le programme en RAM, donc il lui faut de la RAM. Avec les lampes, c'est pas gérable. Il faut se jouer une autre technologie. Et donc, comme Turing, il va utiliser les mémoires à délai de mercure. Donc, il va aussi utiliser des tubes à vide, beaucoup de tubes à vide, hein, mais il y a des surplus de l'armée, donc ça aide beaucoup. Et donc, la construction de l'EDSAC va commencer. Elle est très complexe et très coûteuse, mais Maurice, il va recevoir l'aide d'un allié qui est quand même assez inattendu. C'est J. Lyons & Co. Et la grande spécialité de J. Lyons & Co., c'est les salons de thé. Bon. Le rapport n'est pas évident comme ça au premier abord. Je te le fais pas dire. Alors, J. Lyons & Co, c'est une boîte qui est pourtant connue de tous les Anglais jusque dans les années 70 à peu près. Le thé. Le thé, c'est ça. Le thé, mais oui. Alors c'est une boîte qui est vachement ancienne, qui a été fondée en 1886. Dès le début du siècle, hein, ça devient une énorme compagnie. C'est une chaîne de restaurants, de salons de thé, c'est même un conglomérat hôtelier. Donc Lyons... Alors, ce qui est intéressant avec Lyons, c'est qu'il fait dans l'intégration verticale comme Apple. C'est une sorte de l'Apple du petit gâteau. C'est vraiment ça, parce que Lyons, il fait ses propres biscuits, il fait ses scones, il fait ses gâteaux, il est Lyons Cake, il les sert dans ses restaurants pour accompagner ses propres blends de thé, et donc il les fabrique, et donc il doit acheter des masses de fournitures chaque jour, qui sont consommées dans des centaines de salons de thé ou de restaurants. Voilà. La gloire est arrivée très très vite. Alors déjà, dans les années 20-30, il faisait dans les 150 millions de services par jour. Ah oui, quand même. Ouais, dans les années 20-30. Donc, c'est des échelles qui sont incroyables. On atteint les limites organisationnelles de l'époque. La gestion de toutes ces fournitures, tous ces inventaires, toutes ces comptabilités, c'est des avalanches de papier, de formulaires qui doivent quotidiennement être remplis, des calculs comptables et qui sont faits par des armées d'employés qui bouffent les bénéfices. Littéralement. Parce que Lyons, il fait moins d'un penny de bénéfices sur chaque repas. Oh. Et ça le saoule. Alors, c'est aggravé par une absurdité toute britannique. Hein. Il faut savoir qu'à l'époque, la monnaie anglaise ne suivait pas le système décimal. Il faut 12 pence pour faire un shilling, 20 shillings pour faire un livre. Oui, excellent. Et c'est comme dans Warhammer, la monnaie, je me rappelle. Ouais, c'est vrai. Je ne savais pas, c'est marrant. Mais effectivement, donc, il y a le système décimal. Alors, vous pouvez vous moquer, allez-y, d'autant qu'il faut attendre... Il y a eu des systèmes français qui étaient comme ça aussi, d'ailleurs. Probablement, mais bon, chez les Anglais, il aura fallu attendre en 1971 pour passer au système décimal quand même. C'est vrai que ça a traîné un peu. Mais bon, voilà, donc les pauvres comptables, ils doivent utiliser à la fois la base 10, la base 12 et la base 20. Et évidemment, ça complique aussi, d'ailleurs, le développement du premier ordinateur d'entreprise. Et c'est même pas une blague, hein, quand je vous dis que ça aggrave les problèmes de Lyons & Co, parce que ils vont faire un don de 50 000 livres en 1937 pour l'association pour le système décimal.
Il faisait déjà du lobbying, c'est génial. Il faisait du lobbying en 37 pour le système décimal. Excellent. Et ça a été en pure perte. Puisque Ça ne peut pas l'Angleterre est marcher. un pays de tradition. Il a fallu attendre encore jusqu'en 71. Enfin bon. Lions, par nécessité, de toute façon, il a rationalisé sa structure et son fonctionnement autant que possible. Mhm. Et finalement, Lions, il est prêt à être informatisé, sauf qu'il n'existe pas d'ordinateur à l'époque. Hein. Ok. Donc, Lions n'utilise pas de tabulatrice non plus, ce qui est qui sont monnaie courante aux États-Unis, donc c'est un petit peu étrange. C'est quoi une tabulatrice, excuse-moi? La tabulatrice, c'est des machines mécaniques et électromécaniques qui peuvent faire des fonctions fixées à partir de cartes perforées. Tu sais, comme on avait parlé, par exemple, pour le recensement américain, ils avaient utilisé des tabulatrices pour accélérer le truc. On avait parlé de ça. Ok, oui, ça me revient. C'est bon. Et donc, ils n'utilisaient pas de tabulatrice étrangement. Bon, voilà. Toujours est-il que quand même, en 47, il y a 2 cadres de Lions qui vont aux États-Unis pour voir un petit peu ce qui se fait en matière de calculatrice. Parce que ça peut leur être utile, les calculatrices. Et à la dernière minute, ils entendent parler de l'ENIAC. Et là, c'est l'illumination, c'est le coup de foudre, ils tombent amoureux. L'ENIAC, il est gros, il est lourd, il est cher, il est pas fiable, et ils en veulent un tout de suite. C'est vrai que présenter comme ça donne envie. C'est assez dingue. Alors le souci, c'est qu'il n'est pas à vendre, l'ENIAC. Hein. Les ordinateurs à vendre, ça viendra, mais beaucoup plus tard. Et Lions, lui, il veut pas attendre. Donc, dès leur retour, ils vont prendre connaissance des travaux de Maurice Wilkes à Cambridge, et ils décident de le soutenir. Donc, ils donnent 3000 livres. 3000 livres, aujourd'hui, ça ferait dans les 160 000 euros. Et ensuite, ils font aussi cadeau d'un gars. Il leur apporte un gars qui s'appelle Ernst Lehnertz, lui, il est devenu expert en électronique pendant la guerre, qui a été très utile d'ailleurs. Il a été très utile au développement de l'EDSAC, parce que voilà, Lions voulait voir aboutir le plus vite possible l'EDSAC, parce qu'il voulait baser sa propre machine dessus. Alors l'EDSAC, ça va rentrer en service en 49, un petit peu après le Baby. Mais par contre, lui, c'est une véritable machine qui est utilisable pour des trucs de la vraie vie, ce que le Baby n'était pas. Hein. Donc l'EDSAC, il est beaucoup plus complexe. Il est capable de gérer des sous-routines. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que ça devient un élément central de l'organisation du code, tu vois, les sous-routines. Bon, il avait à peu près 8 kg de mémoire, il tourne environ à 0,5 MHz. Et avec ça, il a résolu d'innombrables équations différentielles. Il a même permis de déterminer la structure de la molécule de la myoglobine, à l'époque. Donc l'EDSAC a eu un successeur, l'EDSAC 2, qui va introduire la notion de microcode, qui va rendre d'innombrables services en astronomie. Mais bon, ce qui nous intéresse, hein, c'est du côté de Lions, parce que Lions, lui, est super intéressé. Alors, du côté de Lions, c'est John Pinkerton qui va prendre la direction du projet. Le gars fera la navette entre Cambridge et Londres, et il va initier la construction du projet Leo. Leo, c'est Lions Electronic Office, et c'est un ordinateur basé sur l'architecture de l'EDSAC, ni plus ni moins. Mais il va être plus gros, et surtout, il va avoir des spécificités qui sont liées au monde de l'entreprise. Par exemple, les entrées-sorties. Les entrées-sorties, c'est pas vraiment un sujet quand t'es un universitaire. Tu vois, le scientifique, il se ramène avec son code. Bon, il perfore, il le rentre dans la machine, il va boire un thé avec des petits gâteaux, et puis après, il vient récupérer le listing. Bon. Mais si chez Lions, c'est pas le même flegme. C'est pas le même flegme. Je veux dire, tu vois, une des innovations du Léo, c'est d'avoir des entrées-sorties multiples qui peuvent travailler en parallèle. Parce que tu rentres des kilos de données en parallèle, de divers trucs, et puis il peut sortir aussi des trucs en parallèle. Évidemment, c'est super utile quand tu as une entreprise avec énormément de données, de systèmes, de programmes qui fonctionnent en permanence. Et évidemment, un autre problème du Léo, c'est le système monétaire non décimal. Alors, parce que les scientifiques, ils s'emmerdent pas avec ce genre de conneries, mais bon, voilà. Donc, eux, ils sont obligés. Et aujourd'hui, ça paraît assez dérisoire comme problème. Hein. Il suffit de coder, et puis voilà. C'est juste un peu casse-pied. Mais à l'époque, ça bouffait trop de temps. Et donc, il a fallu incorporer la gestion des pence et des shillings en hardware. C'est hallucinant. Donc, Léo avait un système de double vérification. Il a inauguré la gestion des bibliothèques aussi. Tu sais, les scientifiques, finalement, ils utilisent assez peu la notion... ils utilisent assez peu de fonctions différentes, finalement. Tu vois, bon, ils faisaient des sous-routines et puis ça allait bien. Mais dans le monde de l'entreprise, on a besoin de grosses bibliothèques de fonctions, avec des fonctions qui font tout et n'importe quoi, de la comptabilité, je sais pas moi, de la gestion des fiches de paie, etc. Donc il fallait des mécanismes pour charger, écrire ou déplacer les fonctions mémoire, etc. Et donc le Léo, c'est le premier ordinateur business first. Voilà. Le premier d'une très longue lignée de mainframe qui vont proliférer dans toutes les entreprises. Qui se sont bien vendus, du coup ? Oui, c'était un énorme succès. En 1951, le Léo gérait déjà chez Lions toute la comptabilité de l'entreprise. Il imprimait les fiches de paye. Ça lui prenait une seconde et demie à calculer une fiche de paye. Il gérait les stocks. Bon, voilà, c'était... ça fait faire des économies le truc, assez rapidement.
Léo a été vital pour Lions pendant 14 ans. Donc après, il y a eu un Léo 2, il y a eu un Léo 3 à base de transistors. Et la branche informatique de Lions fut finalement revendue à English Electrics, lesquels furent absorbés par ICT, on l'avait dit en 68. ICT, donc, dont on a déjà parlé, qui sont devenus ICL. Et bon, ICT et ICL ont eu un certain succès, hein, donc la série 1900, dans les années 60. Et finalement, l'Angleterre a maintenu une totale autonomie informatique pendant longtemps. Encore en 71, c'était le seul pays d'Europe où IBM avait moins de 50% des parts du marché. Ah ouais, c'est un microcosme informatique, c'est génial. Ok. Mais alors, bon, ICL, par contre, il a eu un problème. Il a eu un problème, et ce problème s'est appelé l'IBM 360. On a évoqué cette ligne de machine la dernière fois. C'est une machine qui a conquis le monde, hein, qui a permis à IBM d'asseoir sa domination quasi totale. Hein. Et bon, il faut savoir qu'à l'époque, l'ICL 1900, qui est à peu près qui est contemporain, n'est pas compatible avec lui. Et donc, de fait, il est pas compatible avec le reste de l'industrie, quoi, tu vois. Ça, c'est plus possible à ce moment-là. Donc, ICL a dû le mettre au rencard pour passer au système 4. Le système 4 était compatible 360, donc ICL est alors devenu un vendeur finalement de clones IBM, qui ont été fabriqués par Fujitsu, et Fujitsu va finir par devenir l'actionnaire majoritaire d'ICL, et il va finir par le bouffer totalement en 2002. Et grosso modo, ça a été la fin des mainframes anglaises. Donc l'Europe, c'est un gros marché, mais bon, la puissance d'IBM fut trop forte, quoi. Hein. Et sur les superordinateurs, c'était pareil, les Américains ont rattrapé leur retard, hein, avec CDC, puis avec Cray, et puis après les microprocesseurs qui ont déferlé sur le monde. Bon, voilà, c'est... Donc, l'Angleterre a été un pays vraiment pionnier de l'informatique pendant très longtemps, non seulement avec Babbage et Ada, mais aussi autant héroïque, des mémoires au mercure et des machines à lampe. Ils sont restés pertinents pendant très longtemps, et jusqu'à aujourd'hui. Hein, je rappelle quand même que le design des microprocesseurs ARM est basé à Cambridge, et c'est quelque chose qui est né donc à Cambridge. C'est un héritage dans les années... direct de cette situation. C'est un héritage de cette situation, je dirais, mais pas forcément direct. Hein. ARM, c'est né dans des ordinateurs Acorn en 87, qui étaient censés être des ordinateurs personnels. Mais bon, voilà, c'est que si tu veux, ça dénote effectivement... Oui, une certaine culture de l'informatique en Angleterre. Il faut savoir que le Raspberry Pi aussi est anglais. Et puis, voilà, okay. Il ne faut pas oublier le rôle qu'ils ont joué en Angleterre aussi durant la révolution du micro-ordinateur. Je veux dire, qui ne connaît pas les Sinclair, les ZX Spectrum, les Amstrad ou les Auric. Tout ça, c'est des ordinateurs anglais, tu vois, par exemple. Bon, il y aurait énormément de choses à raconter. Bon, voilà, il y a encore d'autres histoires, encore d'autres épisodes, mais là, c'est déjà trop long. On va s'arrêter là. C'est intéressant, je l'avais absolument pas en tête, la spécificité du Royaume-Uni, enfin de Angleterre sur ce domaine-là, et c'est très intéressant de voir que ARM est quelque part un héritage de cette situation. Je garde en tête l'image quand même de la visualisation d'une mémoire avec l'état des bits, avec le tube cathodique. Je pense que c'est l'image qui va me rester de cet épisode. En tout cas, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a eu toutes ces étapes dans l'innovation de ces appareils. Et est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient témoigner d'une histoire un peu similaire à l'Angleterre? Je sais pas comment c'est développé. Ah, l'URSS, ok. Ben, le premier ordinateur, ça aussi on pourra en reparler, mais le premier ordinateur d'Europe continentale, il est ukrainien en fait. Et donc ça a donné naissance à toute l'informatique russe qui s'est développée aussi parallèlement, par exemple. Et est-ce qu'il y a des équivalents en Asie? Je ne sais pas si on connaît aussi bien que ça. Bah, pas à ma connaissance, mais bon, faudra regarder, mais pas à ma connaissance, non. Ok. Hyper intéressant. Merci Guillaume de nous avoir fait voyager. J'ai l'impression quelque part que cet épisode, comme plein d'autres d'ailleurs, est une forme de page Wikipédia audio bien plus interactive que justement la lecture d'une page Wikipédia. Si vous voulez creuser, il y a vraiment toutes les références dans les notes de l'épisode, avec des liens vers beaucoup de vidéos YouTube. Je crois que tu démontres une fois de plus à quel point YouTube est une source assez intarissable de contenu documentaire et d'informations. C'est hyper intéressant parce que vous voyez des images d'époque, en fait. On trouve beaucoup d'images d'archives, et donc vous voyez les machines en vrai, la tronche qu'elles avaient, la taille qu'elles avaient, vous les voyez fonctionner souvent, avec parfois même des reportages d'époque, avec le rythme d'époque, bon, évidemment, et le commentaire d'époque. Mais c'est vraiment intéressant de se replonger vraiment dedans en voyant les images d'époque et les machines fonctionner dans leur jus.
J'imagine tes soirées visionnage YouTube doivent être assez remarquables. C'est sexy, hein. J'avoue, c'est sexy. Au moins, c'est cohérent et c'est une très belle restitution au travers de cet épisode. Merci infiniment. Si vous estimez que ce travail mérite une forme de rétribution, une forme de retour, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé où vous avez le financement participatif. Alors oui, les épisodes suppléments font pas l'objet d'une facturation comme les épisodes hebdomadaires. Pour autant, vous avez tout à fait la possibilité de vous installer parmi les auditeurs VIP qui soutiennent le podcast durablement. N'hésitez pas non plus à venir échanger sur Discord. Le serveur figure dans les notes de l'épisode. Il suffit d'un clic pour le rejoindre. Et puis, bien évidemment, on sera ravis de prendre connaissance de vos avis sur Apple Podcast ou Podcast Addict. Je rappelle également que c'est aussi, on peut dire ça dans l'histoire, Guillaume, je sais pas quel est le degré de véracité, mais que cet épisode a aussi été en partie impulsé par un commentaire qui disait vivement la suite, comme je le disais en intro. Alors peut-être que vous aussi, vous pouvez impulser la suite. Oui. Oui, mais c'est vrai, mais de toute façon, j'ai dit à la fin du dernier... je dis à la fin du dernier épisode que s'il y avait des retours positifs, je pourrais effectivement faire une suite. Et bon, les retours ont été très positifs, donc voilà. Merci beaucoup à vous d'avoir appuyé la démarche de Guillaume Podjaspala. Merci beaucoup Guillaume pour toute la préparation de cet épisode. En attendant, on vous laisse faire une petite pause de temps de digérer toute cette histoire et on se dit rendez-vous dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.